Je vais me connecter. On verra, donc il y a plusieurs sections. La section ici, rapport, on la verra plus tard, puisque c'est par là où on va faire des rapports SQL tout seul comme un grand. Les assistantes statistiques, en fait, c'est des pré-rapports, des formulaires qui vous permettent d'avoir des statistiques, donc des totals, des sommes. Enfin, par exemple, combien de documents ont été prêtés. Donc, c'est pas une liste de documents, mais ça va être un total des statistiques vraiment sur des sections. Moi, je vous déconseille de les utiliser. À part le rapport de caisse, parce que lui, il donne vraiment un descriptif de ce qui est et encore, il n'est pas parfait, mais c'est un rapport qu'on avait mis en place avec l'IBO, donc il ne fait pas partie de la version par défaut de COA. Donc il est différent des autres assistants statistiques. Mais les autres assistants, moi je vous déconseille de les utiliser parce qu'on ne sait pas vraiment dans quelle section de la base de données les informations vont être prises. Et il vaut mieux faire un rapport SQL, même si c'est plus difficile pour vous peut-être de comprendre, mais ça peut vous donner des fausses informations, ces assistants-là, parce que vous savez vraiment pas au final où l'information a été prise. Et puis comme si vous connaissez pas bien la base de données, ça peut vous donner des informations erronées. Moi, je vais pas vous les montrer ce matin. Parce que déjà on n'a pas beaucoup de temps et je préfère vraiment que vous appreniez un peu à faire les rapports SQL tout seul. Ce sera plus facile. Après, vous comprendrez mieux comment est fait la base de données et comment s'y retrouver. Donc, mis à part le rapport de caisse qui, lui, donne, je ne vais pas le présenter ce matin, mais qui donne vraiment une liste des transactions qui ont été effectuées. Les autres assistants, on peut en voir un pour ceux qui sont jamais allés regarder ce qui se passe là-dedans. Je peux vous montrer, faire un exemple, mais ce sera le seul exemple que je vais montrer. Donc, par exemple, on pourrait voir les documents. En fait, on va avoir un total de combien de documents, par exemple, ont été commandés entre le 1er janvier. Ah, je vais fermer ma boîte, mon Outlook, voilà, pour pas être dérangé par les courriels. Donc, par exemple, entre le 1er janvier et le 12 décembre 2014, je veux savoir combien de documents ont été commandés par mois selon les fournisseurs, par exemple. Puis, je pourrais, en fait, quand on choisit ici ligne et colonne, c'est le tableau qui va être créé, mais je peux quand même choisir d'autres filtres. Donc par exemple, si je voudrais avoir que sur le campus de Charlesbourg, parce que là on est sur l'instance de formation, et puis c'est Limoilou qui est sur ce site, je pourrais mettre d'autres filtres. Mais je ne vais pas aller plus loin, mais je peux vous montrer juste à quoi ça ressemble un résultat de ce genre de rapport-là. Donc c'est un rapport statistique où on a, par exemple pour janvier, sur le format, sur Amazon, il y a eu une commande. Mais au final, vous savez pas trop comment le compte est fait, le décompte est fait, et vous pouvez vous fier à ces chiffres, mais finalement, des fois, on s'est aperçu que c'était pas forcément réel parce que l'information n'était pas forcément prise là où on pensait. Donc, moi, je vous déconseille vraiment de les utiliser et de plutôt faire appel à un rapport SQL directement. En tout temps, vous pourrez toujours me demander des rapports SQL. Moi, c'est mon petit bonheur de la journée quand je fais des rapports. Je le garde pour la fin de la journée quand j'en ai à faire, ou je les fais tout de suite quand j'ai vraiment le temps parce que c'est vraiment mon plaisir. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais vraiment, le SQL est vraiment puissant comme langage. Moi, je m'y connaissais pas du tout avant de travailler avec COA. J'ai appris le SQL avec COA en travaillant à Lévis et puis après en faisant pas mal de rapports pour vous depuis que je suis au CCSR. Puis j'en apprends encore tous les jours sur la façon de rechercher. Donc je suis pas du tout informaticienne, j'ai pas de formation là-dedans dans le SQL, j'ai jamais suivi de formation, mais j'ai appris en faisant. Parce qu'il faut apprendre une chose, le SQL n'est pas méchant, il va pas faire exploser votre base de données. Il faut pas avoir peur de faire des rapports. Ça va rien changer sur vos notices ou sur votre base de données. Vous allez chercher l'information. Donc c'est juste pour faire des recherches d'informations dans la base de données. Donc je reviens sur ma section bilan et statistiques. Je ne vais pas aller plus loin sur les assistants puisque moi je ne veux pas que vous les utilisez. Vous pouvez les utiliser, mais je ne suis pas garant des résultats que vous avez avec ces rapports-là. Par contre, les rapports qu'on fait, un rapport SQL, on peut vraiment savoir d'où a été prise l'information et s'il y a une erreur, on pourra mieux la corriger avec un rapport SQL vraiment fait.
Ensuite, ici, par contre, vous avez des petits gadgets. Là. Je ne sais pas vraiment si c'est utile pour vous, mais vous avez comme des rapports qui, eux, fonctionnent bien, mais est-ce qu'ils sont utiles? Ça, c'est une autre question. Utilisateur empruntant le plus. Bon, je ne sais pas si vous auriez besoin d'avoir cette information-là, mais vous pourriez avoir une liste, en fait, par exemple, on peut toujours partir sur entre le 1er janvier et aujourd'hui. Donc les prêts qui ont été faits, je pourrais prendre une catégorie sur les étudiants, je pourrais avoir une liste de noms. Alors bon, c'est sûr que est-ce qu'on a le droit d'avoir ce genre de liste là, mais je vais pas la faire afficher. Mais voilà, on pourrait limiter. Je veux savoir les 20 personnes qui empruntent le plus dans l'année pour l'année 2014. Je pourrais avoir sur la catégorie étudiant la liste des 20 personnes qui empruntent le plus. Je pense pas que ce soit très pertinent, mais si vous vouliez avoir ce genre de statistiques, ce rapport-là pourrait vous aider. Les documents les plus empruntés, peut-être c'est plus pertinent, même si vous n'aurez pas l'information après. Bon, je vais essayer de retourner sur mon rapport. Ok, c'est un peu le même genre de rapport où vous pouvez, par exemple, sur une période donnée, donc les prêts entre le 1er janvier, je vais le faire celui-ci, et aujourd'hui, sur tous les sites, je peux choisir, si je mets un filtre de type de document, par exemple sur les livres, ça va me filtrer que sur ce type de document-là, et je pourrais avoir aussi la catégorie utilisateur, mais je vais pas le choisir ici. Ces champs ici, je n'ai pas compris à quoi ils servaient et ça ne fonctionne pas quand on rentre quelque chose. Donc, vous pouvez ne pas vous devez ne pas les remplir. De toute façon, ça ne donnera pas de résultat. Et donc, pour avoir une liste, donc là, ça va jusqu'à 100. Donc, c'est ça qui est un peu limité avec ce genre de rapport, c'est parce que vous n'aurez pas tous vos la liste de tous les documents qui sont le plus empruntés. Ça va s'arrêter au maximum à 100 documents les plus empruntés. Donc, si vous vouliez savoir sur toute votre collection quel le compte de prêt, ben, il va falloir passer par une requête SQL. Donc c'est pour ça que ces rapports-là sont un peu limités, mais ça peut vous donner un premier aperçu, on va dire. Mais je ne vais pas faire jusqu'à 100 parce que ça va prendre un peu plus de temps à afficher. Mais par exemple jusqu'à 10, ça vous afficherait une liste donc des documents qui sont qui ont été le plus empruntés pendant cette période-là. Donc avec le titre, là ça vous renvoie vers la notice et le nombre de prêts. Donc peut-être si vous voulez faire un palmarès des documents les plus empruntés pour faire une exposition, je ne sais pas. Enfin, il faudrait trouver une raison, mais vous pouvez utiliser ce rapport-là. Donc mettre un filtre de date et choisir un type de document, puis après choisir par exemple sur combien de documents à afficher. Voilà pour celui-là. Il n'y a pas de questions, sinon vous m'interrompez. Pour les rapports inactifs, c'est un peu le même principe. Donc, pareil, les utilisateurs qui n'ont jamais emprunté, je ne sais pas dans quel sens ce serait pertinent, mais c'est le même genre de rapport. Donc, peut-être que vous avez des exemples à me donner pour dans quoi ce serait pertinent d'avoir ce genre de rapport-là. Mais vous allez avoir une liste, pareil, de personnes qui n'ont jamais emprunté. Donc, est-ce que pour faire du ménage dans vos dossiers, mais en même temps, c'est pas forcément que sur des dossiers inactifs, ça va chercher partout sur les gens qui n'ont jamais vraiment emprunté. Donc, pour moi, c'est pas important. Par contre, les documents jamais prêtés, ça, c'est peut-être utile pour faire de l'élagage, mais en même temps, vous allez voir, on va le faire ensemble, vous n'allez pas avoir beaucoup d'informations sur le document. Il va avoir le titre et la cote, mais si vous vouliez avoir la localisation, le type de document ou autre chose comme information, le code barre pour faire un classement ou je ne sais pas quelle information autre, il ne va pas se retrouver dans ce rapport. Donc finalement, il vaut mieux passer par un rapport SQL pour choisir en fait ce qu'on veut faire afficher dans le rapport. Donc par exemple ça se met directement le site de Charlesbourg parce que je suis connectée au site de Charlesbourg, mais on pourrait faire sur tous les sites ou choisir son site en particulier, mais je vais rester sur Charlesbourg. Donc par type de document, si vous choisissez pas si vous mettez sur tous les types de documents, vous allez avoir un bloc. Moi, je peux vous le montrer. Je vais pas faire trop de, mais c'est pareil là, ça monte sur les 1000 premiers
documents, donc ça met pas toute votre collection non plus. Si vous avez sur beaucoup de 100 000 documents, une proportionnelle de 1000 documents jamais empruntés, peut-être qu'il y en a plus que 1000 en fait. Si vous en avez 100 000 dans votre collection, sûrement qu'il y en a plus que 1000 qui n'ont jamais été empruntés. En tout cas, je ne sais pas trop là les statistiques là-dessus, mais c'est limité par rapport à un rapport SQL qui pourra montrer plus de documents. Donc là, je vais faire juste sur les 5. Oui, une question. Désolée de t'interrompre. Oui. Donc, j'ai Francine. Donc, il faudrait probablement mettre depuis 3 ans. Puis elle parlait des bibliothèques publiques aussi qui l'utilisent. Ça doit être très utile. Pour les documents jamais empruntés, c'est ça? C'est pour ce rapport-là. Il faut les mettre depuis 3 ans, depuis COA. Dans ce rapport ici, là, ça va chercher depuis le début de COA de toute façon, puisqu'il n'y a pas les informations avant. Donc ça c'est fort. Il n'y a pas de limitation de date là, c'est depuis le début. Donc c'est sûr que si vous vouliez avoir un filtre de date pour savoir les documents qui n'ont jamais été empruntés depuis juste début 2014, ben, il faudrait faire un rapport SQL là-dessus. Mais dans ce rapport-là, il n'y a pas de filtre au départ, mais ça va chercher depuis le début de COA, puisqu'il n'y a pas les informations qui ont été rapportées de Manitou sur les prêts. Donc en choisissant ici tout type de document, vous allez voir, ça va mettre par groupe. Vous allez avoir comme un résumé ici. Non, je me suis trompée. Ça met un résumé ici, mais donc ça c'est le 50 premiers, mais tous les types de documents confondus. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Eh bien, je vais revenir en arrière. Tout type de document limité à 20, mais j'ai pas filtré par type de document, donc ça n'a pas fait des groupes de types de documents. Donc je vais refaire mon rapport. Donc là, ça me met un résumé avec, par exemple, donc pour le type de document achat, puis on peut aller voir là où il y en a le plus documents. Donc dans ce type de document-là, il y a 68 000 exemplaires, et sur ces 68 000, il y en a 20 parce que j'ai limité à 20. Il y en a 20 qui n'ont jamais été empruntés. Mais comme j'ai limité à 20, ça ne me dit pas forcément tous les exemplaires qui n'ont jamais été empruntés. C'est pour ça que c'est limité, parce que je peux aller jusqu'à 1000, mais ça ferait un gros rapport. Là, je ne vais pas prendre du temps pour le faire afficher. Mais vous avez donc un résumé, puis avec un lien cliquable qui vous envoie plus loin dans la page ici. Donc si je vais périodique, ça descend en fait dans la page. Et puis là, donc pour le type de document périodique, ça m'affiche les 20 premiers. Alors, je ne sais pas comment il prend les 20, mais j'ai l'impression que c'est par cote, parce que c'est des cotes qui commencent par la fin, mais je ne sais pas comment est fait le tri. C'est pour ça c'est toujours un peu délicat, ces assistants statistiques, on ne sait pas comment est fait le tri. Je pourrais aller voir dans le code de COA, mais pour vous, c'est pas facile à évaluer. Donc là, j'ai comme 20 documents dans ce type de document-là qui n'ont jamais été empruntés. Donc, c'est pas peut-être très pertinent, mais après, si vous voulez vraiment filtrer sur un seul type de document, donc je peux revenir en arrière. Je vais refaire non, c'était pas celui-là. Je vais faire le test. Donc, par exemple, sur les documentaires, là, je peux aller jusqu'à 1000. On peut aller voir. Là, comme j'ai déjà filtré sur un type de document et sur un site, c'est pas la peine de limiter à quelque chose. On va voir si ça prend pas trop de temps. Non. Donc là, j'ai sur ce type de document-là, donc type doc, j'ai les 1000 premiers exemplaires qui n'ont jamais été empruntés. Alors, le tri, j'ai l'impression que c'est par la cote qui commence par la fin, mais en même temps, j'ai l'impression. Donc, ces 1000 exemplaires-là qui n'auraient jamais été empruntés. Mais voilà, il n'y a pas trop d'informations, il y a juste le code la cote et le code barre et le titre, l'auteur et où c'est qu'il est localisé. Donc là, il y a encore une erreur de traduction. Et puis ici, on peut aller voir la notice. Et donc, on peut aller voir que il n'a jamais été emprunté. Mais ce rapport-là, si vous voyez, on va tout à la fin, il n'est pas exportable. Donc, si vous vouliez vous faire le mettre dans un fichier Excel pour faire un suivi, il n'y a pas de fonction exportable. La solution qu'il y a, mais c'est d'utiliser un plugin. On va le voir, je vais vous en parler tantôt, mais on peut en parler tout de suite. Je ne sais pas si vous l'avez déjà. C'est un module complémentaire de Firefox. Je pense qu'il y en a pas mal qui l'utilisent, mais pour ceux qui l'utilisent pas,
il y a un module complémentaire qui s'appelle Table to Clipboard, qui permet, quand vous avez un tableau affiché ici, mais c'est n'importe où, pas forcément que pour Koha, mais ça c'est dans tous les sites internet que vous avez un tableau et que vous voulez le copier sans en gardant la mise en page et puis par exemple, si vous vouliez intégrer ce tableau-là dans un document Word ou dans Excel, pour nous, c'est plus, le plus souvent, c'est dans Excel qu'on va mettre un tableau, de récupérer les données d'un tableau. Donc, cette extension, quand on fait un clic droit, elle apparaît ici. Et puis, je peux aller copier l'intégralité du tableau ou choisir une colonne. Donc, si je fais copier l'intégralité du tableau, ici, je vais dans un fichier Excel. Je peux aller soit faire un CTRL V pour coller directement. Là, ça va garder la mise en forme de la page internet, donc avec les liens et puis les colonnes grisées comme c'est un peu sur la page internet. Mais si je veux vraiment coller que du texte, je peux aussi récupérer que le texte. Donc ça me le fait par colonne, ça me met les informations directement comme le tableau dans la page web. Donc c'est pratique pour exporter ce genre de tableau quand quand il n'y a pas de fonction d'exportation. Oui. Pour les rapports SQL. On le verra que ça nous servira aussi quand on va créer un rapport SQL tout seul. Donc cette extension-là, il y a sur le wiki, je vais revenir sur le wiki de la communauté. Sinon, si vous cherchez dans Google, pour ceux qui l'ont jamais installé, vous cherchez Table to Clipboard et vous le trouverez. Sinon, dans le wiki ici, qui s'appelle extension Firefox, vous l'avez ici le lien pour télécharger sur Mozilla l'extension et la rajouter à votre navigateur. Moi, je vous conseille de la télécharger, même si vous voyez pas trop l'utilité. Avec les rapports SQL, ça vous aidera au lieu de devoir exporter un fichier CSV, d'ouvrir Excel et d'importer. Ce sera vraiment plus facile d'avoir et plus rapide d'avoir cette extension-là installée sur votre furteur. Je sais que des fois, vous ne pouvez pas installer trop de choses sur vos ordinateurs dans les cégep, mais les extensions de Firefox, en général, c'est pas bloqué. Vous pouvez les installer sans devoir demander à votre service informatique de le faire pour vous. Donc voilà, pour les documents jamais prêtés, ça peut vous donner une indication, mais en même temps, moi je vous conseillerais de faire un rapport SQL pour avoir d'autres informations comme, je ne sais pas là tout de suite, mais par exemple la localisation. Là on n'a pas la localisation, donc si vous vouliez aller aller sur les étagères, faire un élagage ou faire sur les documents jamais prêtés, vous n'avez pas la localisation forcément du document, vous avez la cote, mais si vous avez beaucoup de sections dans votre bibliothèque et vous n'avez pas l'indication ici de la localisation. Je vais revenir sur ma page d'accueil. Si vous n'avez pas de questions, je vais boire. J'ai pris une petite gorgée d'eau. Voilà pour ça. Je vais continuer dans mes rapports. Ici, c'est des rapports, ceux qui sont ici, réservation par semaine, en fait, il a été mis en place pour le module mise de côté. Donc, c'est vraiment un lien avec le module mise de côté. Je vais pas, c'est le tableau, en fait, pour ceux qui se posent la question, mais c'est quand vous êtes dans une notice et que vous regardez le rapport hebdomadaire des mises de côté, vous arrivez sur cet affichage-là. En fait, il est hébergé. Vous arrivez directement dans ce tableau-là, mais il est hébergé, en fait, dans la section bilan et statistiques. C'est pour ça ce réservation par semaine correspond à ça. Exemplaire perdu, c'est pareil, ça peut vous donner des indications, mais ça vous donnera pas toutes les informations. Par exemple, si vous vouliez avoir d'autres informations sur l'exemplaire, ce sera toujours mieux de passer par un rapport SQL. J'arrêterai pas de vous le dire ce matin, mais les rapports SQL, ce sera toujours le mieux pour afficher le plus d'informations. Mais vous pouvez faire quand même vous faire une première idée sur cette liste d'exemplaires. Donc par exemple, je pourrais prendre là où il y en aurait beaucoup, mais roman de nouvelles peut-être. Puis après les statuts perdus, ça c'est par rapport à vos valeurs autorisées, qui sont donc les catégories, la catégorie Lost de la valeur autorisée. Vous avez plusieurs statuts, donc vous pouvez soit afficher tout, mais si vous voulez avoir juste les documents qui ont le statut perdu,
classés par titre sur le campus de Charlesbourg. Pour ce type de document-là, vous allez pouvoir afficher une liste. Bon, là, il y en a qu'un, mais vous avez quand même pas mal d'informations. Je voulais donner un exemple qui était, mais vous n'avez pas, par exemple, la cote. Si je peut-être allé trop vite, mais je vais revenir sur. Bon, est-ce que ça va me faire un gros rapport si je fais cette liste-là? Par exemple, vous n'avez pas la cote dans ce rapport-là et ce rapport-là n'est pas exportable non plus. Donc, si vous vouliez, par exemple, l'exporter puis le classer par cote, parce que pour aller voir en rayon, faire une recherche par cote, il n'y a pas la colonne cote. Donc, au final, ce sera toujours mieux de passer par un rapport SQL si vous vouliez ce rapport-là avec la cote. Et il n'est pas exportable, mais avec l'extension Table to Clipboard, vous pourriez de toute façon l'exporter. Mais c'est ça, vous avez la localisation, oui, la localisation, le site permanent, la localisation, mais vous n'avez pas la cote. Donc c'est dommage parce que là, vous ne pouvez pas rajouter la cote dans ce rapport-là, alors qu'avec un rapport SQL, si vous pouvez mettre les informations que vous voulez. S'il n'y a pas de questions, je continue. Bilan et statistiques. Les commandes par budget, ça c'est un rapport qui a été mis en place par l'IBO au tout début. Donc vous avez, ça c'est pour les acquisitions, pour savoir par budget ou alors pour tous les budgets, quelles commandes ont été faites. Là, ce sont les budgets actifs. Quand il y a un petit i, ce sont les budgets qui sont inactifs des années précédentes. Si je prends une monographie, là pareil, vous allez avoir une liste de documents. Normalement, il est complet, mais pareil, il n'est pas exportable, mais vous pouvez l'exporter avec Table to Clipboard. Donc ça, c'est la liste des documents qui sur les budgets actifs de l'année. C'est ça, ça sert, je pense, pour les acquisitions, pour ceux qui font des statistiques enfin, pour avoir un suivi sur les commandes. Ce rapport-là fonctionne quand même bien. Catalogue par type de document. En fait, ça c'est, je ne sais pas pourquoi il est dans la section autre, mais il pourrait se trouver dans la section assistance statistique parce qu'il va vous donner vraiment un décompte sur type de document. Mais moi, je vous conseille pas de l'utiliser puisque les données peuvent être prises en même temps sur le type de document dans l'exemplaire et sur le type de document dans la 942, donc dans les notices. Donc là, on ne sait pas trop où l'information est prise. Je crois me souvenir que c'est dans le type d'exemplaire, mais des fois, on trouve des résultats différents par rapport à un rapport SQL. Donc, pareil, moi, comme je ne sais pas d'où est prise l'information, je me fie pas trop à ça. Je préfère savoir exactement où elle est prise. Oui, il y a une question. Oui, une question. Pour faire notre propre rapport Oui. SQL, est-ce qu'on pourrait exporter pour Excel? Oui, oui, quand tu fais un rapport SQL, tu as l'option d'exporter un fichier CSV ou après d'utiliser l'extension Table to Clipboard. Mais effectivement, là, il y a la possibilité d'avoir un fichier CSV et après de retravailler dans Excel ce fichier-là. On le verra après quand on va recréer des rapports, je vais faire des rapports. C'est ça. Donc pour le type de document, je ne sais plus si ce que je voulais vous dire là-dessus, mais c'est ça, l'information, on ne sait pas d'où elle est prise, si elle est prise dans la 942 ou dans l'exemplaire, puisque des fois, l'information peut différer, surtout après les migrations ou enfin la migration, je parle de Manitou à Koa. Si vous aviez des exemplaires qui étaient dans la 942, qui étaient aussi dans l'exemplaire, mais après les exemplaires ont été modifiés dans Koa, mais pas forcément dans la 942, donc il peut y avoir des disparités. Donc je vous conseille pas trop de l'utiliser, mais je ne veux pas vous empêcher non plus, mais après c'est ça, les résultats moi je me fie plus à un rapport SQL parce que je sais d'où je vais prendre l'information. Durée moyenne du prêt, ça peut vous aider peut-être, mais pareil, c'est plus un gadget peut-être, ou si vous vouliez savoir combien de temps les documents sont prêtés, mais pas rentrer dans le détail de ça. Moi, je pense que j'ai jamais eu trop la question sur ce rapport-là, donc je ne vais pas m'attarder parce que c'était à 10h30 et puis on a encore beaucoup de choses à voir.
Ensuite, ici, ces deux liens-là, fichiers de rapports journaux, je ne sais pas si vous aviez déjà consulté cette section-là. Alors, sur le site de formation, elle n'est pas installée, mais c'est ici où vous allez retrouver les fichiers, par exemple, des cron jobs et puis aussi le fichier des rapports invalides. Je pourrais aller voir sur une instance. Bon, je vais aller à Lévis, hein, c'est toujours ma première source. Euh, il y a un rapport qui est fait chaque mois. Alors là, il n'avait été pas mis en place au tout début puisqu'on a migré avec InLibro, mais tous les 9 du mois, ça va être un fichier pour les liens invalides. Donc ça vous permet de faire un suivi, mais bon, c'est pas vraiment des statistiques, mais ça vous permet de faire un suivi sur les liens invalides dans les notices. Donc ce rapport-là est maintenant disponible et il est exécuté tous les 9 du mois. Donc dans cette section fichier de rapports journaux, il y a ce fichier-là qui peut vous intéresser. Ensuite, le reste, c'est plus pour avoir accès. Pour moi, je m'en sers pour le cron tab, savoir les cron jobs qui sont sur votre instance. Mais sinon, vous de votre côté, vous pouvez aussi. Vous avez les fichiers overdue qui sont là. Donc ça, c'est généré toutes les nuits, en fond, pour les avis de retard. Mais j'en parle pas aujourd'hui. C'est pas le but de la formation. Mais c'est juste que c'est dans la section bilan et statistiques. Là, je voulais juste vous le montrer. Sinon, deux liens qui sont intéressants que je vous conseille de visiter et puis moi je l'ai dans le schéma de la base de données, il est comme un favori, je l'ai épinglé tellement je m'en sers souvent. Je vais vous le montrer tout de suite, même si je vais en parler après tantôt. Et oui, une question? Euh, oui, traduction Traduction. pour Pour Crontab. Cronta. En fait, les Cronta, dans quoi il y a des cron jobs. Les cron jobs, je sais pas le mot en français là, mais des travails de, je sais pas si j'arriverai pas à trouver le mot français là, faudrait que je cherche. Mais c'est des tâches qui sont exécutées. Alors ça dépend quand elles peuvent être exécutées toutes les heures ou par exemple, le cron job des avis de retard est exécuté tous les jours à minuit. Mais par exemple, le cron job du rapport pour les liens invalides est exécuté euh, tous les 9 du mois. Donc, si vous voulez aller voir ce fichier, vous pouvez regarder, hein, il faut juste l'ouvrir avec non, je vais pas l'ouvrir avec ça. Bon, il faudrait que je trouve. Oui, avec WordPad, c'est plus lisible. Donc ça, c'est la liste des cron jobs qui sont sur l'instance de Lévis, par exemple. Donc ça vous donne, c'est c'est pas très compréhensible, mais quand on s'attarde un peu, on peut comprendre un peu le principe. Par exemple, si je vais pour les Advance Notice et Overdue Notice, ce sont les avis de retard et les avis en avance. Donc ici, ça c'est ce qui va s'exécuter. Et comme ça, moi, je peux savoir que c'est à minuit 5, la vente de 0, ça correspond à minuit. 5, c'est 5 minutes. Donc, c'est tous les jours à minuit 5, le cron job s'effectue. Donc là, je sais qu'il est actif parce qu'il est pas il est pas commenté. Mais en tout cas, moi, ça me permet de voir qu'est-ce qui est activé sur vos instances pour être sûr que tous les crons sont bien là. Qu'est-ce qui, il y a, enfin, il y en a beaucoup comme ça là, mais donc c'est ça. Le cron tab, en fait, c'est le fichier qui permet de voir quels cron jobs sont faits sur vos instances. Donc, est-ce que ça répond à ta question, Marjorie. Francine? Oui. Un ajout. En fait, c'est des listes de travaux à exécuter régulièrement. Oui, mais c'est C'est fait ça. automatiquement sur vos serveurs. C'est pas à vous à effectuer ces tâches. En fait, c'est des listes de tâches qui sont faites automatiquement sur vos serveurs. Pour l'ensemble de tout le monde, tout le monde a le même cron tab. Euh, c'est pas quelque chose qui est. Mais le fichier est là, parce qu'on avait fait en sorte, c'est avec l'IBO, on leur avait demandé qu'ils nous donnent un fichier de ce qui est fait tous les jours dans le fond pour savoir exactement ce qui est fait. Ça nous permet de voir quand il y a un problème. On peut aller déjà voir est-ce que le cron job est activé, oui ou non. Pour les avis de retard, ça nous permet de savoir déjà une première solution, une piste d'idée quand il y a un problème dans le fond, d'aller voir comment est fait le cron job. Mais tout n'est pas fait avec des cron jobs, mais il y a beaucoup de choses en Coa qui sont faites avec des cron jobs, donc des choses qui sont faites automatiques selon comment c'est paramétré. Est-ce que c'est correct? Oui, je pense que tu as dit que tu as compris, donc je suppose que c'est beau. Il n'y a pas d'autres questions sur le cron job, les cron tabs. Donc je vous parlais de la base de données.
Donc le schéma qui se retrouve ici. Donc vous arrivez sur cette page-là, ça c'est le schéma de la base de données de COA internationale. Mais nous avons la même base de données, à quelque chose près. Donc c'est pas notre base de données à nous, vraiment, mais celle-ci, c'est ce qui se rapproche le plus de notre base de données, donc ça va vraiment vous aider pour faire des rapports SQL. Donc c'est pas le meilleur affichage qu'on peut avoir pour une page web, c'est pas très beau, digeste, mais c'est vraiment par là que vous pouvez trouver l'information qu'il vous faut pour la base de données. Donc c'est à partir de maintenant que je vais essayer d'être compréhensible et de ne pas trop vous perdre. Donc c'est ça, c'est la base de données de la communauté internationale, de ce qu'il y a de plus récent sur la version, on va dire, qui est en cours en ce moment. Donc c'est la version 3.18 qui est sortie. Donc c'est possible qu'il y ait des tables qui soient nouvelles, que nous on n'a pas, mais je vous en parlerai pas aujourd'hui. Moi je vais parler des tables de la base de données qui sont les plus courantes et sur lesquelles vous voulez sûrement faire des rapports SQL. Dans le fond, comment ça se présente? Là, je passe à ma partie, la base de données, comment la comprendre. C'est séparé en plusieurs tables. Donc là, au total, je ne sais pas combien il y a de tables. Ça, toute cette liste-là, ce sont les tables de la base, 165 tables. Dans chaque table, il y a des champs de la base de données. Et puis dans chaque champ, il y a des informations. Donc pour chaque instance, vous avez ce schéma-là, mais vous n'avez pas à avoir les mêmes informations dans la base de données, dans les champs qui sont des tables. Quand on fait un rapport SQL, on va aller chercher l'information d'un champ dans une table. Donc chaque section d'un COA est séparée dans une table, on va dire. Donc pour les principales, je vous ai mis une liste de principales que vous utilisez la plupart du temps et sur lesquelles je vais parler aujourd'hui. Je ne m'attarderai pas sur toutes les 165 tables, ce serait comme trop. Mais par exemple, la table biblio, ça c'est la table pour les notices bibliographiques. Je vais ouvrir après, mais je voulais vous montrer. Après, si on descend, la table des items, c'est pour les exemplaires. Dans mon document, je vais vous mettre je vais vous le montrer là parce que je suis sûre que je ne veux pas vous perdre déjà. Ne prenez pas forcément de notes là-dessus parce que je vous ai mis à quoi ça correspondait les tables pour les retrouver par rapport au langage COA, à quoi ça correspond. Donc item, c'est pour les exemplaires. Il y a une table qui s'appelle biblio item qui fait le lien, il y a des informations là-dedans, mais ça fait le lien entre la table biblio et les exemplaires. Quand on veut faire une recherche, je vous montrerai tantôt quand on veut faire une recherche qui comprend autant sur la notice que sur l'exemplaire. Après, pour les usagers, vous avez la table borrower. Les informations principales sont dans cette table-là. La table issue, ça c'est pour les prêts. Donc tout ce qui concerne la circulation, les prêts, ça sont les prêts en cours. Mais vous avez aussi une table sur laquelle on peut aller chercher d'informations, c'est sur les prêts qui sont passés. Donc les documents qui ont été retournés se retrouvent maintenant dans cette table ici, old issue. Pareil pour les réservations. Après, celle qui peut être intéressant, c'est Hackbasket, c'est pour les commandes. Donc, on veut faire des recherches, des rapports sur les commandes en cours. C'est dans ça va chercher dans les paniers, même s'il y a d'autres tables qui sont en lien, mais celle-ci est la principale, on va dire. Après, pour les périodiques, ça va être une table différente qui va être Serial pour les abonnements. Et on peut aller en voir une dernière, même s'il y en a d'autres qui pourraient qu'on pourrait se servir, c'est Reserve. Ça, c'est pour les réservations et les mises de côté, elles sont dans cette table-là. Donc ça, c'est chaque table va vous comprendre des champs. Donc, je vais en ouvrir par exemple une, table biblio. Donc ça, vous avez donc la table biblio, il y a une quinzaine de champs qui concernent des champs, donc soit des champs Unimark, des champs Marc 21, ou alors d'autres données. Dans ce tableau-là, vous avez le nom vraiment du champ dans la base de données qui va vous servir quand vous voulez faire un rapport ou comprendre aussi dans l'assistant de rapport à quoi ça correspond. Et vous avez aussi dans cette colonne-là des informations. Donc des fois c'est expliqué, des fois ça ne l'est pas. Où a été prise l'information. Moi dans mon document, je vous ai fait comme un aide-mémoire pour les tables. Donc là, j'ai fait pour les 4 tables, mais je compléterai mon document. Là, j'ai pas eu le temps de finir ça hier, mais je vous mets dans ce tableau-là, vous aurez, par exemple, pour la table borrower, donc les usagers,
ce qui est inscrit dans la base de données et à quoi ça correspond dans Koa. Quand vous êtes dans un dossier d'usager, par exemple, les champs qui sont en français dans la fiche de l'usager, à quoi ça correspond. Donc comme ça vous permettra, si vous voulez faire un rapport sur les usagers, vous voulez avoir le prénom, ben, vous savez qu'il faut aller chercher le champ first name dans la base de données pour faire afficher le prénom de la personne. Est-ce que ça va pour l'instant? Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Donc là, vous aurez dans ce document-là la correspondance de la base de données à ce qui est pour comprendre plus pour vous en langage, on va dire, enfin en français déjà, et puis à quoi où l'information est prise. Donc ça peut vous aider après pour savoir quand vous faites un rapport à quoi ça correspond. Je vais revenir sur ma base de données. Donc ça c'est pour l'explication. Vous avez des fois les explications. Si je vais dans la table items, qui est la plus grande, je pense, c'est la table des items. Il y a le plus de champs dans cette table-là. Donc là, il y a beaucoup de champs. Ça, c'est tous les champs en fait de l'exemplaire. Donc tous les dollars de la 952, ça sont dans cette table ici. Donc pareil, vous avez une explication. Quand vous n'avez pas d'explication, ben, vous pouvez voir dans mon document si moi j'ai mis en général une explication pour le champ, par exemple pour ce paid for. Il y en a des champs qu'on n'utilise pas, où il n'y aura aucune donnée. Donc ça, je vous le mettrai dans le document qui sera disponible. Voilà pour ça. Ça, c'est pour l'explication un peu de la base de données. Après, vous avez une colonne ici, children et parents, on va dire, parce que les tables de données sont toutes reliées entre elles. Ou en tout cas, la plupart sont reliées entre elles, mais en général, au final, ça donne un grand arbre généalogique, je ne sais pas comment, une image, mais c'est comme une toile d'araignée où toutes les tables sont reliées parce qu'il y a des informations, par exemple pour la table des items, il y a des tables enfants parce que si je prends pour les old issue ou issue, c'est la table des prêts. Dans cette table-là, donc on va avoir des informations sur les prêts, donc la date du prêt, le retour, enfin la date, qui a fait le prêt, quelle transaction, si c'était un prêt, un retour, ou j'essaye de trouver des exemples. Mais dans cette table-là, par exemple, j'essaye de ne pas vous perdre là, mais j'ai l'impression que je vous perds. Dans cette table-là, dans la table des prêts, donc on a le numéro de l'usager, et on a un item number. Mais j'aurai pas toutes les informations de item. Seulement, comme elles sont reliées toutes les deux, je vais pouvoir, moi, avec ma requête SQL, aller chercher l'information dans les deux, puisqu'elles sont reliées, puisque dans la table des issues et dans la table des items, il y a le même champ qui est le item number. Donc c'est grâce à cette clé-là, qui est la même dans les deux tables, qu'on va pouvoir relier des informations. Je vous montrerai tantôt en vrai. Mais c'est ça, les tables sont presque toutes reliées, elles sont toutes reliées ensemble au final, mais il y a certaines tables qui sont reliées une à une, et d'autres tables qu'il faut aller chercher plus loin. Et c'est pour ça qu'il faut faire des fois des liaisons entre les tables pour aller chercher l'information là où on en a besoin. Est-ce que ça va? Est-ce que je vous perds pas trop dans mes explications? J'espère que non, parce que je sais que c'est pas très facile. Je vais maintenant vous parler. Je peux vous montrer le lien ici, bibliothèque de rapport Koa. Ça vous ouvre un wiki à l'international des rapports qui sont disponibles. C'est un peu comme moi sur le site de la communauté, le principe où moi je mets des requêtes à exécuter. Ici, vous en avez plein. Que vous pouvez tester. Il va jamais rien. Vous pouvez toujours tester un rapport SQL. Ce que ça pourrait faire si c'est un gros rapport, c'est que ça ralentisse votre système un peu, mais vous pouvez l'arrêter et puis vous dire bon, c'est trop long. Si le rapport est vraiment trop long à s'exécuter, c'est que vous pouvez l'arrêter et puis le faire plus tard ou essayer de voir pourquoi c'est aussi long. Mais tous ces rapports qui sont ici, donc c'est par catégorie, un peu comme moi sur le site de la communauté. Moi, je me base souvent sur ces rapports-là pour commencer un rapport, quand vous me posez des questions sur un rapport. Donc, vous avez, je sais pas, par exemple, sur les anniversaires des usagers. Bon, je sais pas si vous en aurez besoin, mais quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez dans le wiki, puis ça vous donne un code. Le code de la requête, c'est tout ça. Ça commence toujours par select.
Puis ça finit, de toute façon, il faut que ça aille après la ligne from, sinon ça marchera pas, mais il faut prendre toute la requête ici. Ça, c'est une requête. Vous pouvez la copier, la coller dans une nouvelle, en créant une nouvelle requête SQL, et puis voir ce que ça donne. Et après, il vous dit, bon non, j'en ai pas besoin, ou peut-être qu'il faudrait que je le modifie pour avoir une autre information. Donc ces requêtes-là, comme sur le site de la communauté, donc je vais revenir. Il ne faut pas avoir peur de les essayer parce que c'est comme ça peut-être que vous pouvez comprendre aussi comment ça fonctionne. Mais vous avez ici la boîte à rapport SQL. Pareil, avec le même principe par section, des requêtes que moi j'ai testées ou que j'ai fait avec des cégeps ou avec vous sur des instances, des demandes que j'ai recopiées ici. Tous n'y sont pas, j'essaye d'en mettre le plus possible, mais des fois j'y pense pas tout le temps. Mais il y en avait quand même pas mal que j'avais créé pour un sondage pour le Rubik, je crois. Donc sur plus les statistiques sur la base de données, sur votre collection. Mais il y en a d'autres aussi qui peuvent peut-être vous intéresser en circulation. Donc vous pouvez tester, puis si ça répond pas à vos besoins, ben, soit essayez vous de le modifier, soit ben, m'appeler si jamais vous n'y arrivez pas, mais vous pouvez toujours partir d'une requête. Donc ça c'est pour le site de la communauté, les rapports. Donc vous pouvez toujours les tester, puis ça va ça va jamais modifier vos données à vous. C'est juste vous allez chercher l'information. Donc n'ayez pas peur de ça. Maintenant que je vais vous montrer comment construire un rapport avec l'assistant statistique. Donc ici dans la section rapport, vous avez assistant de rapport, on va le voir, construire un nouveau. Les rapports sauvegardés, donc ça c'est la liste des rapports sauvegardés, et créé à partir d'une requête. Le dictionnaire des rapports, en fait, ça vous servir, c'est pas très utile, mais je vais vous montrer, j'ai créé une définition. Donc, par exemple, si vous aviez beaucoup de rapports à faire sur le même type de document. Par exemple, vous voulez faire plusieurs rapports en prenant toujours comme type de document achat. Dans le fond, vous pourriez créer des sortes de raccourcis pour toujours utiliser cette requête sans devoir toujours l'inscrire et puis avoir peur peut-être de faire une erreur. Mais là, j'ai créé une définition et je pourrais toujours utiliser cette définition-là. Donc là, je l'ai appelée localisation. Donc c'est comme un raccourci pour ajouter toujours ce bout de code dans mes rapports. Donc c'est utile quand vous voulez faire plusieurs rapports sur le même type de choses, dans le fond, sur un seul type de document ou une seule localisation. Je ne sais pas si c'est très utile. Les rapports, ils varient quand même assez souvent et puis on ne fait pas forcément 15 rapports sur la même chose, mais le dictionnaire sert à ça, si c'est à vous de rajouter des définitions et à les créer pour pouvoir les utiliser après quand vous créez des rapports. Donc je vais revenir sur l'assistant. Je vais revenir là. Donc assistant de rapport et construire nouveau, c'est un peu le même, ça arrive au même lien. Dans le fond, assistant de rapport, c'est juste une étape en plus, mais vous avez le même pour créer un rapport avec l'assistant, il faut aller par construire nouveau. Donc ici, soit construire nouveau ici, soit quand vous êtes sur la page ici, construire nouveau. Et même quand vous êtes dans cette page-là, nouveau rapport, vous pouvez cliquer sur rapport ici, ce sera l'assistant. Là, nouveau rapport SQL, c'est quand vous voulez mettre vous-même votre requête. Donc on va aller dans l'assistant de rapport. Vous avez plusieurs étapes, je pense que vous avez peut-être déjà utilisé. Vous avez plusieurs sections. Donc, dans le document, je vous ai mis à quoi correspondait chaque section. Donc, par exemple, quand vous faites un rapport sur la circulation, vous allez avoir accès à 4 tables de la base de données. Donc, les usagers, statistiques, exemplaires et biblio-item, ça c'est sur les notices. Donc ça, dans le document, je vous ai mis pour vous rappeler. Comme ça, vous savez à peu près, quand vous voulez lancer un rapport, dans quoi les informations vous allez pouvoir les chercher. Donc, catalogage, c'est item, biblio et biblio-item. Donc, ça, c'est vraiment pour les notices de catalogage. Utilisateur, ça va juste chercher dans la table des borrowers, donc des usagers.
Acquisition, là, ça va chercher sur les paniers de commandes, sur les commandes, sur les notices et sur les exemplaires, donc pour relier ces trois tables en même temps. Et les amendes, ça va chercher sur les usagers et sur les comptes, donc vraiment sur les soldes des amendes dans les comptes des usagers. Donc ça, vous pouvez pas faire comme, vous allez voir qu'on n'a pas accès à toutes les tables quand on passe par l'assistant de rapport, mais ça peut quand même vous aider à comprendre déjà un point de départ pour comprendre comment sont construits les rapports, même si après vous allez devoir peut-être le modifier, ça c'est quand même pratique pour l'utiliser. Donc on va partir d'un rapport par exemple sur le catalogage. Donc je vais choisir rapport public. En fait c'est non par défaut. Oui, le rapport pourrait être disponible sur l'OPAC. Dans le fond, vous pourriez avoir un lien et mettre ce rapport-là sur l'OPAC, mais l'affichage, c'est une nouveauté de 3.12, c'est pas encore au point. L'affichage est pas fancy, on va dire. Donc il n'est pas formaté comme l'OPAC, donc ça peut déstabiliser plutôt qu'autre chose, que d'avoir ce rapport-là sur l'OPAC. Donc c'est toujours par défaut rapport public. Donc là on est à l'étape 1. On clique sur suivant. Étape 2, vous n'avez pas le choix, je pense que c'est peut-être plus tard qu'ils prévoyaient de faire des types de rapports, mais on n'a que le choix de tabulaire, donc ça veut dire que ce sera en forme de tableau qui sera disponible. Donc on peut passer à l'étape 3. Donc c'est ici où ça se corse un peu peut-être, c'est on va choisir qu'est-ce qu'on veut faire afficher dans ce tableau. Donc on va choisir les colonnes. Donc quand on choisit catalogage, on a accès à trois tables de la base de données, ce que je vous disais tantôt. On a accès à la table des items, des biblio-items et des biblios. Donc après, vous avez tous les champs de la base de données qui sont là. Alors, comment les choisir? C'est ça peut-être qui vous... excusez-moi. Je vais essayer de... Je pensais que j'avais raccroché. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui a sonné en même temps. J'aurais dû me mettre sur un messagerie, c'est comme trop tard. Dans le fond, Oui. Bon, j'ai des... Ah oui. Est-ce qu'on pourrait choisir où on mettrait ce rapport public? En fait, il va pas s'afficher directement à l'OPAC, mais tu aurais comme un URL qui serait disponible. Je sais plus vraiment la syntaxe, comment est fait l'URL, mais je pourrais te donner l'information. Et après, toi, tu pourrais mettre ce lien, par exemple, soit sur ton OPAC. Donc, à l'OPAC, dans la colonne de gauche, par exemple, là où tu peux mettre des liens, ou alors sur ton site internet de la bibliothèque, tu pourras avoir un lien. Mais il faut que ce soit avec un lien. Je pense que c'est peut-être Julie qui essayait de m'appeler. Je suis désolée, Julie, j'avais pas vu que tu étais comme sortie de VIA, je t'ai re-accepté. Excuse-moi, c'est peut-être pour toi qui m'a appelé tantôt. J'espère que tu n'as pas trop loupé de la formation. Soit tu pourras reprendre avec la vidéo. Donc là, je vais vous parler. Donc les champs, c'est ça qui est peut-être un peu difficile, c'est savoir à quoi ça correspond. C'est pour ça que le tableau qu'il va avoir dans la documentation va vous servir à savoir à quoi ça correspond. Parce que en fait, ici, dans cette ligne ici, ce qu'il y a après la barre oblique, c'est vraiment le champ de la base de données tel qu'il sera inscrit dans vos rapports SQL et tel que vous devriez l'inscrire quand vous faites un rapport SQL tout seul. Donc, donc vraiment tout ce qui est écrit item, parce qu'on est dans la table des items, et le item number. Ici, à gauche, avant la barre oblique, vous avez comme un peu une définition, mais c'est en anglais et des fois, si vous connaissez pas bien, vous savez pas trop à quoi ça correspond. Donc, j'ai essayé de vous expliquer tout ça dans le tableau, de mettre les équivalences pour savoir quoi chercher. Donc, par exemple, si je voudrais avoir ma liste de documents et d'avoir tous les documents qui sont sur le site de Charlesbourg et qui ont la valeur perdue, par exemple, et qui ont une valeur perdue, qui ont la valeur perdue. Donc déjà, il faut savoir qu'est-ce que je veux dans ce rapport. Il me faut le titre, l'ordre dans lequel vous allez rajouter les champs ici, parce que en cliquant en fait sur Ajouter, ça va se déplacer dans la colonne ici. Là, je vais le supprimer.
l'ordre dans lequel vous allez mettre les champs ici, ce sera l'ordre du tableau. Donc, ce qui va être ajouté ici, ce sera ma première colonne et ainsi de suite dans mon tableau. Donc, si vous savez à peu près comment vous voulez le faire, vous pouvez déjà prédéterminer l'ordre des colonnes, même si par après, en modifiant le rapport SQL, vous pourrez modifier l'apparence de votre tableau. Donc là, comme moi, je sais à peu près ce que je veux, je vais aller chercher le titre, par exemple. Donc le titre, c'est sûr que moi, je le sais, mais c'est dans la table des biblios. Donc c'est aussi, j'ai appris au fur et à mesure. Donc en faisant, le plus souvent après, on se souvient dans quoi le titre fait partie de quelle table. Mais sinon, vous pouvez les passer un par un, puis aller chercher ce qui ressemblerait plutôt à titre. Donc en anglais, title. Donc aller chercher à quoi ça correspond. Donc par exemple, si je m'arrête ici, je vois collection title, mais c'est le titre de collection. Donc c'est pas vraiment le titre du document. Donc là, je vais dans la table des biblios, puis bibliotitle est ici. Donc je le rajoute. Après, je voulais faire un lien avec les exemplaires pour choisir les exemplaires qui sont sur le site de Charlesbourg. Donc je veux avoir une colonne avec le site. Donc il y a plusieurs choses. Il y a c'est sûr, Permanent Library, donc ça c'est le site permanent. Et donc ça correspond à Home Branch dans la base de données. Donc je veux rajouter cette information-là dans mon rapport. Ensuite, j'avais dit que je voulais le statut perdu. Donc ça, le statut perdu, c'est une valeur autorisée et qui est inscrite dans les exemplaires. Donc ça, je le sais, quand je catalogue, je sais que c'est dans les items que je vais trouver ça. Donc il faut que je trouve quelque chose qui ressemble à Lost. Ici, j'ai Lost statut, donc c'est le statut, c'est la valeur autorisée pour la valeur perdue, la catégorie perdue. Donc je vais rajouter une colonne pour inscrire dans le document qu'est-ce qu'il a comme valeur perdue dans mon catalogue. Je vais rajouter par exemple la cote, donc toujours ça, c'est toujours dans l'exemplaire. Donc c'est sûr qu'avec le document, peut-être ça vous parlera plus, savoir qu'est-ce que vous devez chercher, qu'est-ce qui correspond à quoi. Je veux aussi la cote, puis je pourrais rajouter la localisation. Donc localisation, c'est location, c'est l'étagère en fait, la localisation sur étagère. Donc c'est item.location. Je vais prendre quelque chose dans la table des biblio-items pour vous montrer la liaison. Donc par exemple, l'ISBN ne va pas se trouver dans la table des biblios, mais il va se trouver dans la table biblio-item. C'est pas facile à savoir dès le départ, mais c'est ça. Vous apprendrez aussi où sont les choses dans la base de données. Donc là, je vais le rajouter avec ISBN. Donc là, j'ai mes 6 colonnes qui sont prêtes. Donc le titre, le site permanent de l'exemplaire, le statut perdu, la cote, la localisation et l'ISBN. Donc je peux passer, si j'ai toutes mes colonnes, je peux passer à l'étape suivante. Si jamais vous oubliez une information, après on pourra toujours remodifier le rapport pour ajouter des informations. Donc je peux cliquer sur suivant. L'étape 4. Est-ce que j'ai cliqué sur suivant? Oui. L'étape 4, ça vous permet de faire un filtre. Ça, c'est intéressant parce que même si là, vous ne savez pas trop sur quoi vous voulez filtrer, moi, je vous conseille toujours d'en cocher un parce que ça vous mettra directement le code sans devoir réfléchir qu'est-ce qu'il faut que je mette, comment faire pour faire un filtre dans mon rapport. En cochant ici, avec l'assistant de rapport, ça va vous en créer un automatiquement et puis ça vous mettra le code déjà. Donc, vous aurez déjà, ce sera une partie de fait pour faire un filtre. Donc, moi, je voulais faire un filtre sur le statut Lost. Je voulais pouvoir choisir, par exemple, avoir un filtre avant d'exécuter mon rapport, d'avoir un menu déroulant pour dire je veux tous les documents qui ont le statut, là c'est les chiffres de la valeur autorisée, mais le statut 4. Donc en cochant ici Lost statut, en laissant avec le menu déroulant en haut de la valeur par défaut, ça me permettra d'avoir un menu déroulant. Si je choisis une valeur dans ce menu-là, ça va directement m'afficher tous les documents qui ont la valeur 4. Donc si vous voulez, vous, avoir un rapport qui vous permet à chaque fois que vous l'exécutez de choisir un filtre différent, donc de soit faire un rapport pour tous les documents qui ont une valeur 2, ou faire un rapport après qui ont tous les documents qui ont une valeur 3 perdue, mettez un menu, laissez-le comme ça sur Item Lost, comme ça vous aurez un menu déroulant quand vous allez exécuter votre rapport, vous allez avoir un premier filtre
lorsque vous allez exécuter le rapport. Mais je vous conseille, même si vous ne savez pas trop sur quoi vous voulez filtrer, et qu'après vous devez le rajouter vous-même, autant le mettre dès le départ, comme ça vous aurez le code, et puis si jamais vous pourrez l'enlever, mais ça vous mettra la syntaxe du code à mettre quand vous savez pas trop comment créer un rapport SQL, ça vous donnera déjà des premières informations. Donc vous pouvez rajouter d'autres filtres, par exemple si je veux rajouter, je voulais sur le site permanent, je voulais que ce soit juste Charlesbourg. Donc là, je pourrais aussi laisser comme ça et puis avoir un filtre à l'exécution de mon rapport. Mais là, moi, je veux vraiment que pour Charlesbourg. Donc je peux sélectionner déjà mon filtre et la recherche sera faite directement sur le site de Charlesbourg. Là, vous voyez, on a le dictionnaire de définition. Donc, je pourrais rajouter, en cochant ici, la définition localisation que j'avais créée dans mon dictionnaire pour rajouter la partie de code. C'est comme le raccourci dans le fond pour pas avoir à écrire la définition que j'avais créée tantôt. Là, je ne vais pas le faire, mais c'est à ce moment-là que vous pourriez rajouter des définitions si vous aviez créé une définition dans le dictionnaire. Donc, je vais cliquer sur suivant pour passer à l'étape 5. Et ça, c'est pour sélectionner des colonnes à additionner. Ça sert quand vous voulez faire un rapport statistique sur, par exemple, faire un total de combien de prêts il y a eu pendant une période. Vous pourriez faire un total là-dessus. Alors, c'est un peu plus compliqué à faire ce genre de rapport-là. Faut peut-être que je fasse une formation avancée sur comment additionner des valeurs et faire des statistiques. Mais là, je vais pas le faire parce que mon rapport, c'était pas le but d'avoir un total. Mais par exemple, et puis je suis pas dans la bonne table, par exemple, des prêts pour savoir combien de prêts ont été faits. Mais à cette étape-là, vous pourriez choisir, dans le menu déroulant, vous avez plusieurs variables pour calculer pour calculer des statistiques. Ce qui est le plus utilisé, c'est count. Donc en fait, par exemple, j'aurai dans mon rapport, je fais un rapport sur les prêts. Donc tous les prêts qui ont été faits entre le 1er décembre et aujourd'hui. Donc je vais avoir ma liste avec tous mes documents qui ont été prêtés. Mais moi au final, je ne veux pas avoir la liste des documents, je veux avoir le total de combien de prêts ont été faits sur cette période-là. Donc je ferai un count, donc un total, je sais pas comment, un compte ou une addition sur une valeur pour qui au lieu de m'afficher les 10 lignes de ma liste de prêts, m'afficher seulement le total de ce qui a été fait. Donc on pourrait le faire tantôt, si on a un peu de temps, je pourrais vous montrer sur comment faire un total. Mais là, je vais comme dans ce rapport-là, je ne veux pas des statistiques, là, je veux vraiment la liste de mes documents. Donc, je coche rien dans à cette étape-là. Je passe directement sur suivant. Et cette étape-là est intéressante et je vous conseille aussi d'en rajouter un de tri pour avoir la syntaxe du code qui sera déjà inscrit. Donc ça, c'est le tri de votre rapport. Donc si vous voulez le trier, je veux le trier. Je vais cocher ici, puis après j'ai le choix soit ascendant ou descendant. Donc, je vais le laisser à ascendant. Mais c'est toujours intéressant de cocher, même si vous ne savez pas trop pourquoi vous voulez le filtrer, ça vous donne déjà la syntaxe qui sera inscrite dans votre rapport. Donc là, mon rapport je suis passée à l'étape 6, donc j'ai plus d'étapes, je vais faire terminer. À ce moment-ci, votre rapport n'est pas encore enregistré. Là, il vous demande de confirmer. Alors là, ça peut vous dire, oh là là, est-ce que c'est sûr que j'ai bien fait mon rapport? Mais toujours l'enregistrer, de toute façon, ça va rien faire. Vous pourrez toujours le supprimer après si ça vous donne pas des bonnes informations. Mais enregistrez-le, sinon, si vous quittez cette page-là, vous n'aurez pas votre rapport. Les étapes ne seront pas sauvegardées. Donc là, on marque un nom de rapport. Je vais marquer Test Marjorie. Le groupe de rapports, ça c'est nouveau de la version 3.12. Vous pouvez classer vos rapports selon des catégories. En fait, ces catégories-là sont dans des valeurs autorisées. Je pourrais vous le montrer. Là, c'est encore en anglais sur le site de formation. Mais si vous allez dans la section administration, valeurs autorisées, vous avez des nouvelles catégories depuis la version 3.12 qui est Report Group et Subgroup. C'est ici que vous allez avoir les catégories de
de vos rapports, des catégories de rapports. Vous pouvez le modifier. Donc ça, c'est ça qui a été créé par défaut. Si vous pouvez en rajouter d'autres, sinon vous pouvez traduire ceux qui sont déjà ici. Et c'est ça, ça vous permet de classer par groupe. Et vous pouvez faire même des sous-groupes pour, par exemple, euh, si vous avez vraiment beaucoup de rapports, pour les classer encore plus par groupe et sous-groupe. Donc là, je vais sélectionner, par exemple, catalogue. Là, je pourrais créer un nouveau sous-groupe au moment où je crée le rapport, mais je vais pas le faire. Et mettre une note. La note peut être utile des fois, puisque le titre est souvent court. On peut mettre, par exemple, à quoi sert le rapport. Et donc là, je peux marquer liste de documents perdus avec filtre. Donc ça permet à la personne qui va exécuter un peu à savoir à quoi sert le rapport. Donc là, je fais enregistrer le rapport. Mon rapport est sauvegardé maintenant. Je peux directement soit l'exécuter ou de toute façon, dans la liste des rapports sauvegardés, je vais le retrouver. Quand vous arrivez sur la liste des rapports sauvegardés, ça va classer par, je ne sais même pas par quoi, par sa classe. J'ai jamais, c'est par titre. Comme là, c'est vide, c'est pour ça que ça mène rien. Pour trouver facilement les derniers rapports que vous avez créés, vous pouvez filtrer avec la date de création. En cliquant dessus, ça va redonner les derniers qui ont été créés. Donc aujourd'hui, c'est oui, c'est les rapports que j'ai créés. Donc le dernier, ça doit être celui. Non, c'est ici. Je sais pas pourquoi ceux-là. C'est ce que j'ai créé hier soir. En tout cas. Le rapport que je viens de créer est là. Donc c'est comme ça que vous pouvez le trouver. Le filtre ici, il est un peu pernicieux. Je vous conseille pas de l'utiliser. En tout cas, je peux vous montrer pourquoi il est pernicieux. Par exemple, si je fais une recherche de mots-clés, je fais test. Bon, j'en ai plusieurs en test. Donc là, ils sont affichés, pas de problème. Par exemple, finalement, je vais faire autre chose. Je sais pas, dans la bibliothèque de rapports COA, bref, je vais autre chose dans COA, puis je reviens sur mes rapports sauvegardés. Et puis il a comme gardé le filtre que j'avais fait tantôt, donc test, mais il n'est pas affiché. Donc je peux me dire mince, mes rapports ont disparu. Ou, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas tous mes rapports qui sont là. C'est parce que il garde le filtre quand vous revenez sur quand vous n'avez pas fermé votre session par exemple et que vous revenez plus tard dans le COA. Votre filtre est comme gardé en mémoire, même s'il n'est pas inscrit ici. Donc c'est pour ça qu'il il est mal fait. Je pense qu'il y a un bug qui va corriger ça, mais qui doit être corrigé. Mais si vous, donc là, là, ce que je vais faire, c'est que je vais refiltrer sur rien pour que tous mes rapports se réaffichent. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez un rapport à chercher, vous avez le titre, mais vous savez plus trop dans quelle section il est. Vous avez n'importe le titre ou le numéro, si vous le connaissez, d'utiliser cette barre de recherche ici, puisque là au moins le filtre est comme en direct, il va pas être gardé, puisque c'est un filtre de recherche automatique. Donc si je fais test ici, hop, je vais réussir à l'écrire. Non, c'est pas grave. Donc là, ça va directement m'afficher mon rapport et là, ça va chercher dans tous les rapports, dans tous les onglets. Donc, n'utilisez pas trop le filtre ici quand vous cherchez des rapports, mais utilisez plutôt le filtre en bas qui est plus, qui fonctionne beaucoup mieux que l'autre. Sinon, vous pouvez avoir des surprises et vous dire que vous avez perdu tous vos rapports et c'est pas drôle. Donc là, c'est le rapport que j'ai fait. On va aller l'exécuter. On va voir à quoi ça a l'air. Donc, j'exécute mon rapport. Donc là, je sais pas ce que j'ai fait, mais ça n'a pas marché. J'ai pas le menu déroulant auquel je m'attendais, mais ça me donne quand même un filtre pour la valeur de Lost. Donc si je vais voir dans mes valeurs autorisées, si jamais je me souviens plus à quoi ça correspond. Donc par exemple pour la valeur ici Lost, j'ai plusieurs valeurs autorisées, donc de 0 à 5, et avec une catégorie pour chaque, enfin, une valeur autorisée pour chaque numéro. Donc, dans ce filtre-là, même si normalement je devrais avoir un menu déroulant et pas devoir inscrire quelque chose, il faut que j'inscrive la valeur autorisée. Donc, je ne dois pas inscrire la description, ça ne marchera pas. Dans la base de données, l'information perdue, dans la notice, elle est enregistrée comme le chiffre 1. Donc, si je veux avoir les documents sur qui ont le statut perdu tout court, il faut que j'inscrive la valeur 1 dans mon filtre. Bon, après, je regarderai pourquoi mon menu déroulant ne s'est pas affiché.
Donc voilà mon rapport. Donc ça c'est la requête que j'ai créée tantôt avec l'assistant de rapport et le tableau. Donc là, Francine, quand tu exécutes un rapport, n'importe quel rapport, tu as toujours ici la possibilité de télécharger le fichier, enfin de télécharger le rapport soit en fichier CSV, soit en texte séparé par tabulation. Le texte séparé par tabulation, je vais vous montrer. Euh, on peut l'ouvrir normalement avec Excel, même si c'est un pointable. Je ne sais pas si je vais avoir de quoi l'ouvrir. Non. Je vais enregistrer le fichier, puis je vais aller l'ouvrir via... ce sera pas long. Je pensais que je l'aurais dans mes téléchargements. Ah ben là, il me cherche tous les fichiers Excel, donc c'est sûr qu'il va pas me le trouver. Donc c'est le fichier en pointable que je viens de télécharger. Mais il faut que c'est ça qui est plate avec quand on fait un chargement, un fichier CSV ou un fichier tab, c'est qu'il faut après aller jouer dans l'assistant d'importation de texte. Donc là, je sais pas si vous avez, non, j'aurais pas dû prendre ça, délimiter. Donc pour que mes colonnes se recréent. Donc là, il est créé avec des tabulations, mais je vois qu'il y a des problèmes d'encodage. Il faudrait que je regarde. Donc c'est pour ça que l'extension Table to Clipboard est vraiment pratique pour ça, parce qu'on n'a pas du tout à se soucier de l'encodage, des colonnes. Donc là, je change, j'essaye de recréer mon tableau. Mais donc là, il s'est créé. J'ai fait des colonnes par tabulation. Donc je peux cliquer sur terminer. Donc là j'ai mon rapport. Je l'avais téléchargé en fichier .tab. C'est le même principe avec un fichier CSV. Il faudra quand même que vous retravaillez, enfin que une fois que vous arrivez dans Excel, que vous passez par l'assistant d'importation de texte d'Excel pour pouvoir faire vos colonnes. Alors que si j'utilise ici, donc je suis dans un tableau, mon extension Table to Clipboard, si je fais copier l'intégralité du tableau et que je vais dans Excel, et donc là, je fais un collage spécial pour avoir que le texte. Donc là, mon tableau est déjà, j'ai fait un copier-coller, puis mon tableau est déjà fait dans Excel sans devoir passer par enregistrer le fichier tab, et puis après importer, enfin modifier utiliser l'assistant d'importation dans Excel pour faire mes colonnes, pour choisir l'encodage. Donc c'est vraiment trop de manipulation pour moi, ça va pas assez vite. Donc vraiment, c'est avec l'extension Table to Clipboard que vous pouvez aller vraiment plus vite pour ça. Donc voilà pour le rapport. Maintenant, on va décortiquer un peu. Je vais aller rentrer dans la modification du rapport pour aller voir comment sont les informations. Donc j'ai bien ce que je voulais de tantôt. Donc j'ai bien le titre du document, le site. Donc ça va toujours le code du site. Mais je sais que c'est possible de faire afficher vraiment le texte du site si on voulait marquer Campus Charlesbourg, mais ça va dire c'est niveau avancé dans le SQL pour aller chercher l'information. Donc item lost, c'est la valeur 1 que j'ai choisie dans le filtre, la cote que j'avais demandé. La localisation, donc pareil, ça c'est le code de la localisation donc dans les valeurs autorisées. Donc ça c'était, je sais plus ce que j'avais choisi, mais sûrement la collection générale à Charlesbourg et l'ISBN quand il est rempli. Donc là, je vais aller modifier pour qu'on regarde ensemble comment est construit le rapport. Quand vous faites un rapport avec l'assistant de rapport, tout est mis à un seul bloc et c'est pas très pratique. Moi, je vous conseille toujours, quand vous avez un rapport SQL comme ça, c'est de faire ça plus clair et de mettre appuyer sur la touche entrée, passer à la ligne entre différentes sections pour que ce soit plus clair puis que vous compreniez un peu. Donc dans le fond, vous pouvez mettre des entrées après chaque champ de la base de données et une virgule, mettre comme passer à la ligne. Donc ça va permettre de clarifier un peu tout ça et de comprendre mieux comment c'est fait. Là, vous pouvez toujours agrandir la fenêtre. Pareil pour, là je vais séparer tout ça pour que toutes les lignes commencent soit par le vocabulaire du SQL pour que ce soit plus compréhensible. Donc, on va recommencer. Donc, select, vos rapports doivent toujours commencer par select. Donc, c'est normal qu'il y ait ce mot parce qu'il va faire une sélection de l'information from d'une table
Et ici, on voit qu'il y a marqué left join. En fait, donc c'est jointure à gauche, si on veut, parce qu'il a dû se joindre. Parce que nous, dans la sélection de colonnes que j'ai fait, je voulais le titre du document. Or, le titre du document, il n'est pas dans la table des items, mais il se trouve dans la table des biblios. Donc, il faut faire une jointure à la table des biblios pour pouvoir aller chercher cette information. Pareil pour l'ISBN qui est dans la table des biblio-items. Donc, si je veux faire afficher cette information-là, il faut que ma table des items soit jointe à la table biblio-item. J'espère que je ne vous perds pas trop avec tout ça. Donc, ce qu'on voulait tantôt, c'est le titre. Quand on a fait la sélection dans l'assistant de rapport, ce que je vous parlais, le texte qui était après la barre oblique, donc c'est vraiment ça qui va aller chercher l'information. Donc le biblio pour dire dans quelle table, donc toujours en premier la table dans laquelle on veut faire chercher l'information, et ensuite le titre, enfin le champ de la base de données. Donc moi c'est title. Donc c'est à ça que vous sert le schéma de la base de données. Donc si je reviens à la table ici des biblios, non, c'est pas là. Donc, je suis dans la table biblio et le champ de la base de données, ça va être title. Donc, si jamais vous vous souvenez plus comment s'appelle un champ, à quoi ça correspond, c'est dans la base de données que vous allez avoir vraiment le terme exact à utiliser pour que l'information soit prise. Et c'est très important de bien faire attention à toutes les lettres du mot et de ne pas en oublier parce que le rapport ne fonctionnera pas, mais le COA ne vous dira pas pourquoi il ne fonctionnera pas. Si vous avez oublié le O dans Biblio Number, il ne vous le dira pas. Donc, toujours bien faire attention à comment vous écrivez vos champs quand vous faites un rapport tout seul, parce que c'est peut-être juste à cause d'une lettre que votre rapport ne marche pas, même s'il est bien construit, et pas forcément, COA ne vous dira pas qu'il y a un problème qu'il y a une coquille dans un mot. Donc c'est ça, bien faire attention à comment vous écrivez les champs de la base de données. Donc là, comme je vous disais, on est allé chercher le titre. Ici, on branch pour le site permanent, le statut lost, la cote, la localisation et l'ISBN. Donc on va le chercher de la table des items. Et on a dû joindre à la table biblio et biblio-item. Ce qui est bien avec le rapport l'assistant de rapport, c'est qu'il vous a donné déjà la syntaxe, comment faire la jointure. Parce que comme ça, vous n'aurez pas pu le deviner qu'il fallait chercher, faire une jointure entre item et biblio. Et biblio, enfin, en tout cas, cette jointure-là. Pour vous l'expliquer un peu, j'ai fait un tableau pour vous expliquer pourquoi il faut faire une jointure. Je vais vous montrer. Hop, vous l'aurez dans le document. Dans le fond, dans la table biblio, il y a comme une clé qui est le biblio number. Donc ça c'est comme le champ le plus important de la table, c'est le biblio number. Pareil pour item, un des champs les plus importants c'est biblio item number. Le biblio number, il se trouve dans la table des biblio items, mais pas dans la table des items. Pareil pour biblio item number, il se trouve dans la table des items, mais pas dans celle de biblio item. Donc mais celle de biblio item, elle a les deux. Et c'est elle qui est notre sauveur, qui va nous permettre de faire le lien entre les trois, en fait. Donc, quand je veux une information qui concerne autant la notice que l'exemplaire, c'est grâce à cette table ici, qui comprend des informations aussi des fois pertinentes, comme l'ISBN, que je vais pouvoir aller chercher toute l'information. Est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez à me suivre quand même un peu? Donc, on lui dit d'aller chercher la table biblio-item. Grâce à, comme dans cette table-là, le biblio-item number est présent, autant dans la table des items, je peux lui dire, comme ce numéro-là, il est unique dans COA. Le biblio-item number, en fait, ça correspond au biblio-number, mais il est unique dans COA. Donc, ça va être la même information, autant dans la table des items que dans la table des biblio-items. Donc, je lui dis que ces deux numéros-là, ils sont égaux, donc tu peux les joindre ensemble. Je ne sais pas si je vous perds, mais j'essaye de ne pas me perdre moi-même. Pareil pour le biblio number, ça c'est le numéro de la notice. Il est unique dans COA. Donc, on peut lui dire que dans les deux tables, il sera unique, donc ils sont égales. C'est pour ça que ça va nous permettre de joindre les deux. Je sais que c'est un peu abstrait. Et puis, vous pouvez toujours partir de l'assistant de rapport
quand vous avez besoin de, vous savez que vous devez faire un rapport entre des informations qui sont dans une notice et des informations qui sont dans un exemplaire. Vous pouvez toujours partir d'un rapport, comme on a fait tantôt avec la section catalogage du rapport, pour que cette section, pour que cette jointure-là soit créée automatiquement. Comme ça, vous n'aurez pas à vous à savoir qu'est-ce que vous devez faire. Mais vous pouvez partir d'un rapport qui existe déjà dans votre base de données ou sur le site de la communauté. Ça va vous donner déjà des indications sur comment faire le rapport. Donc ça, c'est pour les jointures de table dans les tables. Je montrerai après quand on partira un rapport tout seul que ces jointures-là ne sont pas obligatoires quand on fait la recherche sur juste une table. C'est vraiment quand on veut chercher l'information dans plusieurs tables et on a besoin de faire des jointures. Ensuite, ici la clause where, donc ça veut dire où. Donc on veut mettre, quand on a voulu mettre le filtre on a mis un filtre sur le site permanent et aussi sur la valeur item lost. Mais c'est ça qui n'était pas complet. Donc maintenant je comprends pourquoi mon menu déroulant s'est pas affiché. Donc on lui dit je veux chercher toutes ces informations là, donc le titre, tout ça, ou dans la notice d'exemplaire, le site permanent est égal au code. Donc quand vous voulez faire un filtre, il faut toujours commencer par where, puis qu'est-ce que je veux filtrer dans le fond. Donc je veux que ce soit que les notices du site permanent Charlesbourg. Il faut que j'aille chercher le code à quoi ça correspond. Dans la base de données, c'est toujours par rapport au code. Donc je veux que les notices qui ont ce champ qui est égal à ça s'affichent. Donc c'est comme ça que je vais faire un filtre en disant que je veux que les notices qui ont ce champ-là s'affichent dans mon rapport et seulement ces notices-là. Donc c'est comme ça que je fais un filtre. Et je veux aussi, donc AND, c'est un opérateur booléen, donc on peut utiliser les opérateurs AND, OR ou NOT aussi pour quand on est dans la clause WHERE. Donc là, et je veux aussi toutes les notices qui ont le site permanent Charlesbourg, mais qui ont aussi la valeur, le statut de perte pouvoir choisir un statut de perte dans ces notices. Vous voyez la différence entre ce égal, là j'ai directement le code, et là le égal, j'ai en fait ce code-là permet normalement de mettre un menu déroulant. Enfin, met un filtre en fait avant l'exécution du rapport. Quand vous mettez ouvrez les guillemets et ce que vous mettez entre les guillemets, c'est ce qui va s'afficher. Je vais aller l'exécuter en même temps que je vous parle. Ce sera peut-être plus simple. Donc, ce que j'ai marqué item lost, ça correspond en fait à ce qui est écrit entre les guillemets. Donc, ce qui est écrit entre les guillemets, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc, si j'écrivais, peut-être pas des points-virgules, mais bon, je vais faire ça plus. Donc, exemplaire avec le statut lost, par exemple. Donc, ça, c'est l'indication qui va s'afficher quand vous allez. Je vais le faire comme ça. Vous allez comprendre. Donc, comme j'ai modifié ce qui était entre les guillemets, donc c'est vraiment ce qui va s'afficher ici. Donc, c'est ce qui va vous permettre de comprendre qu'est-ce que vous voulez mettre dans ce. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme texte entre les guillemets. C'est vraiment pour vous faire une indication de ce que vous devez mettre dans le menu déroulant. Pas dans le menu déroulant, mais dans le champ ici. Je vais revenir sur mon rapport. Donc là, quand je fais un champ, je fais un égal avec ouvrir les guillemets et puis fermer les guillemets, ça me met comme donc un champ un champ où je peux écrire, un champ éditable. Donc là, je peux écrire des choses. Maintenant, si j'écris pas la bonne chose, ben ça mettra un rapport où il n'y aura pas de résultat parce qu'il ira chercher. Par exemple, si je mets CD audio qui n'est pas du tout une valeur autorisée lost, quand je vais exécuter mon rapport. Là, il va chercher longtemps, à mon avis, mais on va attendre qu'il. Lui va chercher dans les notices si la valeur lost correspond à CD audio. Mais comme ça n'existe pas, donc il mettra un résultat nul en fait de mon rapport. Je vais attendre. Je pensais pas qu'il allait faire une recherche aussi longue. C'est cela, oui. Pourquoi il m'affiche des résultats? En fait, il affiche tous les exemplaires parce que ça correspond comme à rien comme valeur autorisée. Ouais, je pensais pas que ça donnerait ce résultat-là, mais on en apprend toujours. Je pensais qu'il allait mettre comme 0 résultat. Et là, il affiche tous les exemplaires du site Charlesbourg sûrement. Je m'attendais pas à ça. Bon,
C'est pas ça que je voulais vous montrer, je suis désolée. Je pensais qu'il allait afficher comme 0 résultat. Mais il donne pas, comme c'est pas une valeur autorisée qui existe, il va afficher tous les documents avec toutes les valeurs. En passant, je vous rappelle que quand une valeur autorisée est égale à 0, comme la valeur autorisée lost ou la valeur autorisée tout ce qui est withdrawn, damage, je vais vous les montrer. Donc quand c'est écrit 0 ici, quand votre exemplaire a une valeur 0, ça veut dire que le document est disponible. C'est qu'il n'a pas une valeur lost dans le fond, c'est qu'il tant qu'il a la valeur 0, c'est qu'il a une valeur normale, c'est-à-dire qu'il est comme disponible, il n'a pas une valeur perdue par exemple. Ça marche pareil pour la catégorie not loaned. Quand votre document a une valeur 0, c'est qu'il est disponible. C'est le même principe pour withdrawn, donc ça c'est pour les exemplaires retirés. Donc quand c'est 0, c'est il est pas retiré, donc c'est l'inverse de la valeur 1. Donc dans votre rapport, quand vous avez inscrit 0 dans une colonne, c'est que votre document il est disponible, il a rien inscrit dans le champ lost, par exemple, le champ perdu, le statut de perte. Donc c'est ça, ce que je voulais vous parler, c'est que ce qui est plus pratique, c'est d'avoir un menu déroulant pour pas avoir à inscrire quelque chose. Là, si je réexécute mon rapport, moi je veux pas inscrire quelque chose parce que pour être sûr de ne pas faire d'erreur, je veux vraiment qu'il m'affiche les valeurs autorisées qui sont dans la valeur loss. Comme ça, j'ai juste à choisir dans un menu déroulant. Pour faire ça, il faut rajouter quelque chose ici dans les guillemets. Donc, je peux mettre ce que je veux ici comme texte, mais après mon texte, je dois mettre un pipe. Un pipe, c'est une barre verticale. Et c'est pour lui indiquer quel menu déroulant je veux faire afficher. Donc ça, moi, je veux faire afficher le menu déroulant qui correspond à la valeur lost dans mes valeurs autorisées. Oui, parce que j'ai perdu du monde entre-temps. Le from Oui. correspond à quoi? Ah, ok. Je t'ai Manqué. pas. Ouais, je peut-être pas. Le from, en fait, ça correspond à la table principale où on va prendre les informations. Là, comme l'information que j'ai pris le plus, ça venait de la table des items, parce que toutes ces informations-là sont dans la table des items. Dans le fond, je vais chercher principalement dans cette table et je fais juste des jointures pour les biblio et biblio items ici, le titre et l'ISBN. Donc, il faut toujours un from parce que tu vas chercher l'information quelque part dans une des tables. Euh, et là, comme la principale table qui était prise, c'était item, ça a été mise sur item et on a fait des jointures après sur biblio et biblio item. Est-ce que c'est beau? Je pense que oui. Si tu n'as pas d'autres questions. Donc je revenais sur la valeur ici where pour un menu déroulant. Donc moi je veux faire un menu déroulant sur ma valeur lost. Donc il faut que j'inscrive le code de la catégorie de la valeur autorisée. Donc dans mes valeurs autorisées, j'ai plusieurs catégories. Donc je veux faire afficher la valeur lost. Je vais écrire ici dans mon rapport, je vais écrire lost. Après un pipe. Donc là, le texte, je le mets comme je veux. Oui. Je m'arrête. Toujours une seule table dans From. Oui, oui et non. Il y a des rapports où on peut avoir des fois deux tables. Peut-être que tu l'as vu passer. Mais moi, vous pouvez le faire avec plusieurs tables, mais moi j'aurais du mal à l'expliquer plus facilement. En fait, ici on pourrait avoir virgule et puis un autre nom de table, mais moi j'ai plus de mal à l'expliquer et à le comprendre. Alors je vous le montre pas comme ça. Je préfère faire l'extraction à partir d'une table et faire des jointures après sur d'autres tables. Moi j'arrive mieux à le faire comme ça et à le comprendre. Mais effectivement, vous pouvez trouver des rapports sur la base de données de la communauté internationale, des fois des rapports où il y a un from, une table, virgule, une autre table, mais vous pouvez les tester, ils vont fonctionner pareil, sauf que moi j'ai du mal à vous l'expliquer, en fait ça revient au même que faire des jointures. Mais il y a peut-être d'autres choses qui rentrent en compte des fois quand ça marche pas, donc moi je préfère toujours faire des jointures, comme ça je sais exactement sur quoi ma jointure est faite. Mais effectivement, on peut trouver des rapports où il y aura marqué from item, virgule, biblio par exemple. Mais je ne saurais pas te l'expliquer vraiment comment ça fonctionne. C'est comme là, je vous fais une formation un peu
de base. Là, j'essaye de ne pas trop vous en dire, vous perdre non plus. Est-ce que c'est correct? Pardon. Je continue sur mon, je vais finir d'expliquer. Donc là, j'ai écrit le texte que je veux faire afficher quand je fais le filtre. Je mets une barre oblique et après, qu'est-ce que menu je veux afficher. Donc là, j'ai mis Lost, mais par exemple, donc on va valider, puis je vais vous montrer à quoi ça correspond. Ah ben là, j'ai un menu déroulant. Donc j'ai l'exemple, le texte que je voulais avoir et maintenant je peux dire ben, je veux tous les documents qui ont la valeur manquant par exemple dans le site de Charlesbourg. Bon là il n'y en a qu'un, mais donc là on voit que je suis bien dans le site de Charlesbourg, que c'est la valeur 4 qui a été affichée et j'ai un seul document qui correspond à cette requête. Je peux re-exécuter le rapport et puis demander long retard perdu. Là, par exemple, j'en ai 8. Donc, ça m'a cherché directement la valeur 2 sans que j'ai devoir inscrire quelque chose dans le champ. Donc, c'est vraiment pratique pour créer des filtres avec le menu déroulant. C'est vraiment la catégorie. Donc, par exemple, si j'avais marqué lock ici, à la place de lost, même si moi je demandais d'aller chercher j'ai directement les localisations qui vont être mises dans le menu déroulant. Sauf que ben, j'en choisis une, par exemple. C'est aller chercher, j'ai choisi collection générale, mais comme c'était sur le champ de la base de données, c'est comme tantôt quand j'ai cherché CD audio, dans le fond il m'affiche tous les résultats parce qu'il n'arrive pas à trouver la localisation, la collection générale dans la valeur item lost. Donc c'est vraiment faire attention à ce que vous mettez dans cette clause ici where, parce que si vous mettez lock à la place de lost, ben, les informations vont pas être, vous n'allez pas chercher au bon endroit et ça va vous donner des résultats bizarres. Enfin, donc ça c'est pour la clause where, donc ça c'est pour faire des filtres de recherche, donc soit des filtres automatiques, c'est-à-dire sans ce que j'apprends par filtre automatique, c'est ici un filtre qui va directement chercher dans le site sans avoir un menu déroulant. Et après, les filtres à l'exécution, donc c'est des filtres ici quand on ouvre les guillemets, qu'on met le texte qu'on veut, qu'on met un pipe et la catégorie de ce qu'on veut afficher. On pourrait faire ça avec les sites aussi. Donc, par exemple, je veux qu'à l'exécution de mon rapport, je puisse choisir un site. Donc j'ouvre mes guillemets, je me dis site permanent, par exemple, ça c'est le texte qui va être affiché. Je mets un pipe. Là, c'est pas une valeur autorisée, on est dans euh, c'est dans les sites et les catégories. Donc ça, je ne saurais pas comment vous dire où trouver l'information, mais juste je vous le mettrai dans le document. Mais quand vous voulez avoir un menu déroulant pour les sites, c'est branches qu'il faut choisir, qu'il faut inscrire. Donc là, ça veut dire que quand je vais mettre à jour mon rapport, quand je vais exécuter mon rapport, je vais avoir deux filtres, deux menus déroulants. Un pour le site permanent, par exemple, donc je peux choisir Québec, et un pour le statut d'exemplaire. Donc là, ça m'a fait une recherche. Donc là, après, ça affiche le résultat. Donc là, les documents sur le site de Québec qui ont la valeur 4. Je pourrais faire aussi rajouter un filtre sur la localisation. Donc toujours pareil, ce sera toujours dans la clause ici where que je vais rajouter un autre champ. Donc là, je vais utiliser un opérateur booléen. Donc là, je veux aussi que ce soit également les documents qui sont sur une étagère en particulier. Et je veux avoir un filtre avec un menu déroulant. Donc, je vais rajouter, comme c'est la localisation, je me souviens que c'est item location pour la localisation. Je vais faire un copier-coller si je ne veux pas le réécrire. Donc je veux que la localisation soit égale à une localisation que je vais choisir. Donc je fais égal et puis j'ouvre les guillemets pour avoir un menu déroulant. Et donc là pareil, je marque localisation par exemple à choisir. C'est vraiment le texte que vous voulez. Et pareil, un pipe. Et là, je vais pouvoir écrire lock parce que la valeur autorisée, c'est lock pour les localisations. Et là, je ferme mes guillemets. Je vais mettre à jour. Oui. Nous avons une question. Est-ce que les majuscules sont une convention ou une obligation pour les commandes?
Alors ça dépend. Pour les commandes, oui, il faut. En tout cas, moi, ce que j'ai toujours fait, ça marchait avec les majuscules. Maintenant, peut-être que euh, des fois, on peut trouver ça en majuscule, mais tout ce qui est select, from, where, je vous conseille de les mettre en majuscule. Ça marche mieux comme ça. Peut-être ça marche avec les minuscules, mais attendez, je vais revenir dans mon rapport. Je vais le modifier par après. Je vais choisir mon. Donc là, j'ai le menu déroulant pour les localisations maintenant qui sont mises ici. Donc je peux choisir une localisation. C'est vraiment pour aller. Là, j'ai mis 3 filtres, donc ça filtre pas mal. Euh, donc pour la conversion, pour les, euh, les sélecteurs en majuscule, effectivement, c'est plus c'est recommandé. De select, from, left join, where, toujours en majuscule. Pareil pour les valeurs autorisées ici. Alors là, je l'ai mis en minuscule, mais c'est parce que j'aurais pu le mettre en majuscule. Là, c'est juste moi qui. Là, ça marche, mais je conseille toujours de le mettre en majuscule. Comme ça, on sait que c'est des valeurs autorisées, puisque les valeurs autorisées sont toujours en majuscule, les catégories. Donc, autant le faire comme du monde, pareil dans les rapports, pour être sûr de savoir à quoi ça a rapport. Donc voilà pour ça. Enfin, la clause order, donc ça c'est pour le tri, donc c'est toujours à la fin. Donc là, on a toujours select au début. Vous ne pouvez pas mettre la clause where au début, ça ne marchera pas. Ou la clause where, si vous la mettez ici avant le from, ça ne marchera pas. Donc il faut bien respecter l'ordre du select, donc les champs que vous cherchez, le from de quelle table, les jointures des tables juste après, et après vous pouvez mettre votre filtre et enfin votre order. Donc le tri. Donc là, moi, je voulais un tri par cote. Donc je l'avais choisi tantôt dans l'assistant de rapport. Donc c'était pareil. Je veux que ce soit rangé par cote ascendant. Donc si c'est pas ascendant, ce sera descendant en l'écrivant comme c'est. On peut faire plusieurs tris. Donc je veux d'abord un tri sur la cote et ensuite je veux un tri sur sur le titre par exemple. Donc je pourrais mettre biblio.title ascendant. Donc je ferai d'abord un premier tri qui sera fait sur la cote et après sur le titre. Puis ainsi de suite, je peux rajouter d'autres tris ici. Oui. Oui, j'ai Joanne qui mentionne, ce serait Oui, intéressant que tu parles de limites aussi. oui, j'allais y venir justement. Ah, bah tu vois, euh, je- ok, j'ai ça, biblio.title ASC. Oui, je parlais directement de limites. Je vais vous en parler en faisant ça, exécuter le rapport. Donc là, je refais mon filtre. Bande dessinée, c'est pareil. Je ne sais pas s'il va y en avoir. Quand vous avez justement ça tombe bien, je voulais vous montrer un affichage. Quand vous avez un affichage comme ça, puis il y a comme 0 résultat, mais vous avez quand même cette colonne-là, cette ligne-là qui s'affiche, donc le début des colonnes. Ça ne veut pas dire que votre rapport a une erreur, c'est qu'il y a 0 résultat. Donc là, par exemple, pour le site Charlesbourg, pour la valeur 1 perdue pour les bandes dessinées, ben, il n'y a aucun document, donc j'ai pas de résultat. Ça ne veut pas dire que votre rapport est pas bon ou que votre requête est pas bonne. S'il y avait une erreur dans la requête, je vais vous montrer tout de suite. Par exemple, j'oublie une virgule. Ça, c'est bien tannant aussi. Il faut penser à mettre toutes les virgules après chaque champ. Sinon, là, je vais exécuter mon rapport. Puis, bon, le filtre marchera toujours. Ça ne posera pas de problème. Mais vous voyez, là, j'ai pas de résultat, mais j'ai pas non plus la ligne de tableau de la première colonne. Et ça, il faut le savoir, mais ça veut dire qu'il y a une erreur dans votre requête. Quand vous n'avez pas du tout la première ligne de tableau, c'est qu'il y a une erreur dans la requête. Alors après, il faut chercher l'erreur. Bon là, je sais ce que j'ai fait, c'est moi qui ai supprimé la virgule. Mais c'est comme ça que vous pouvez savoir qu'il y a une erreur, mais Koa vous dira pas où se situe l'erreur. Bon, je vais recommencer mon rapport. Je vais essayer d'avoir des résultats cette fois-ci. En choisissant le statut 0, je vais en avoir. Parce que là, je choisis le statut 0, donc c'est comme disponible, donc forcément là j'ai des résultats. Par défaut, si vous ne mettez pas une clause limite, comme disait Joanne, ça va vous afficher les 20 résultats par page. Là, j'en ai
ici, vous avez le nombre de résultats. Donc j'ai 396. Depuis la version 3.12, vous pouvez afficher jusqu'à 1000 résultats par page. Donc là, ça irait parce que j'ai 396 résultats, donc ça ne dépasse pas 1000. Donc si je mets 500 résultats, je vais avoir tous mes 396 sur la même page. Donc comme j'avais marqué 500, j'ai tous mes résultats ici. Donc je peux exporter mon tableau en CSV ou avec Table to Clipboard, faire un clic droit, puis ça va copier l'intégralité du tableau. Alors que si j'étais resté sur mes 20 résultats par page, quand je fais Table to Clipboard, ça copie l'intégralité du tableau qui apparaît à la page. Donc ça va pas prendre tous les résultats. Il faudrait que je le fasse page par page. Donc c'est vraiment pas pratique là, ça prendrait trop de temps. Donc avec cette limitation, cet affichage, vous pouvez afficher par exemple quand c'est en dessous de 1000 résultats. Si jamais vous avez plus de 1000 résultats, mais vous voulez quand même l'avoir sur une seule page et pouvoir après justement faire utiliser Table to Clipboard, vous devez rajouter quelque chose dans le rapport pour faire afficher tout sur la même page. Puisque là, ça s'arrête à 1000. Donc, pour être sûr, il faut aller rajouter une clause limite. Donc ça aussi, ça va se mettre à la fin. Ça, c'est vraiment à la toute fin du rapport après le order. Je rajoute une ligne et je marque limite. Donc je veux limiter, en fait, mes résultats à un certain nombre. Donc si je mets limite 10, ça va m'afficher les 10 premiers résultats. Donc ça ne m'affichera pas les 396 par exemple tantôt, ça va s'arrêter à 10. Pour être sûr que tout va, et ça va s'afficher sur une seule page. Pour être sûr d'avoir tous les résultats, si j'en ai plus que 1000 qui s'affichent sur une même page, je vais mettre un chiffre vraiment grand, donc par exemple 10 000, même 100 000, même si j'arriverai jamais à avoir 100 000 résultats, je pense, mais on ne sait jamais. Comme ça, je suis sûre qu'avec cette limite-là, donc limite et après le chiffre que vous voulez, je vais avoir... donc je vais essayer, peut-être ici en choisissant collection, ça va dépasser le 1000, collection générale. Ah, oui, mais non, c'est juste 4, mais je ne sais pas ce que j'ai comme base de données ici. Mais, mais oui, forcément, j'ai pris Québec. C'est pas bon, hein. Je suis à Charlebourg et puis après à Québec. Forcément, ça donne pas collection générale. Là, voilà, il est là. Charlebourg. Bon, là, ça devrait avoir plus de 1000. Ça va être un peu plus long à afficher aussi. Quand ça tourne, c'est ça, si vous voyez que ça tourne pendant 5 minutes, vaut mieux l'arrêter le rapport, c'est que ça va prendre trop de ressources. Là, il est comme figé, mais je sais qu'il va apparaître là. Il est juste en train de chercher. Donc là, j'ai 21 000 résultats. Comme j'avais mis une limite de 200 000, ben, il a affiché tous mes résultats sur la première page. Là, on peut voir dans ma barre de défilement que, effectivement, il y en a beaucoup. Il ne faut pas tenir compte ici des pages suivantes, parce que vous pourrez penser qu'il y en a d'autres, mais en fait, ça affiche tout sur la première. Avec la clause limite, ça affiche tout sur la première page. Mais quand vous passez dans les pages suivantes, on revient à un affichage de 20 par page. Donc, juste en vous mettant sur la première page, vous aurez tous les résultats. Ça va être plus long à afficher. Et donc, vous pouvez comme ça copier l'intégralité du tableau avec Table to Clipboard, par exemple, pour avoir toutes les données sur une seule page. Donc là, je vais, en faisant ici Table to Clipboard, copier l'intégralité du tableau. Ça va mettre un peu de temps à copier, mais je vais copier mes 21 000 exemplaires à une seule fois. Donc, c'est pratique pour... je suis en train de copier, là. J'aurais peut-être pas dû parce qu'il va prendre un peu de temps. Mais ça, c'est pratique, la limite, pour pouvoir tout mettre dans une seule page. Il est déjà midi moins le quart, là. Je pensais pas que ce serait aussi long. Mais là, du coup, j'ai fait planter mon Firefox. Je vais essayer d'ouvrir peut-être une nouvelle fenêtre. Ah, avant qu'il... Est-ce qu'il a... Ça y est? Ah, ok, bon là j'ai copié mais je vais pas l'utiliser. Ce que je voulais vous montrer vite fait avant, c'est comment partir de rien quand vous faites un rapport SQL. Le plus simple rapport qui existe, c'est d'aller faire afficher le contenu d'une table au complet et ça peut vous aider à savoir qu'est-ce qu'il y a exactement dans une table. Donc toujours partir d'une clause select. Après,
vous savez pas vraiment quel champ vous avez besoin de la table de la base de données, vous avez ici l'astérix que vous pouvez utiliser. Ça veut dire qu'il va aller afficher tous les champs de la base de la table sur laquelle vous allez chercher. Donc je veux faire afficher tous les champs de la table issue, par exemple. Donc ça va vous permettre de savoir quels sont les champs. Même si vous pourriez voir cette information-là dans la base de données, ça vous permet de voir directement déjà le contenu de cette table-là sur votre instance. Donc là, si je fais select étoile from issue, juste ça c'est le rapport le plus simple, mais ça peut déjà vous donner des indications. Donc ça affiche toutes donc les issues, donc tous les prêts qu'il y a actuellement sur votre base de données, sur votre instance, là, sur l'instance de formation. Donc là, 1830 entrées dans la table. Et comme j'ai mis étoile ici, ça m'affiche toutes les colonnes déjà de toute la table. Donc ça peut vous dire, bon mais moi finalement sur les prêts, je veux juste avoir la date, la date de prêt, donc ça c'est le issue date, c'est pour la date de prêt, ça c'est la date à laquelle le document est dû, c'est le site sur lequel la transaction a été faite, mais il y a des colonnes qui sont vides parce que ces colonnes-là vont jamais être remplies dans notre base de données, donc elles vous intéresseraient pas. Donc là, vous pouvez vous dire, je vais prendre en note, moi je veux juste issue date et borrower number, par exemple, savoir qui a fait les prêts et à quelle date. Donc là, après, une fois que vous avez ça, il faut aller modifier votre rapport et vous souvenir de quel champ vous avez besoin. Donc moi, je sais qu'il me faut, dans cette table des issues, je veux le borrower number. Donc là, je mets une virgule. Si je veux juste le borrower number, je peux m'arrêter là et j'aurai un tableau juste des numéros d'usagers. Mais je veux en même temps rajouter la date de retour, par exemple. Donc, je mets une virgule. Je pourrais continuer à écrire ici, date due, par exemple. Mais moi, je préfère aller toujours à la ligne, c'est plus clair. Donc là j'ai déjà oublié si c'était date due comme ça ou... donc là, moi, je me reporte toujours à mon schéma de la base de données pour aller voir comment écrire mon champ. Donc, issue, c'est pour la date de retour, c'est date souligné due. Donc, quand j'ai fini ma liste, je peux m'arrêter là aussi, mais je vais rajouter un autre champ. Je ne sais pas ce que je vais rajouter. Je vais mettre item number, par exemple, si jamais je veux faire une liaison. Donc là, comme je vais chercher dans une seule table, j'ai pas besoin de mettre l'entête de ma table. Mais si jamais vous allez joindre après avec une autre table, il faudra à ce moment-là l'écrire pour savoir exactement le borrower number dans quelle table on est allé le chercher. Mais pour faire au plus simple, par exemple, là, je vais rester comme ça. Donc, mes champs, donc le borrower number, date due et item number from la table des issues. Et puis, j'exécute. Donc là, j'ai réduit mon tableau. Tantôt, j'avais toutes les colonnes de la base de données de la table. Maintenant, j'ai juste ces trois colonnes-là parce que j'ai demandé d'aller chercher juste cette information-là. Donc ça, c'est le rapport le plus simple. Il y a quelque chose... Oui, Oui, une question de Francine. où tu prends le schéma? Oui. Où est-ce que je prends le schéma? C'est le lien qui est, quand tu es dans la page ici, bilan et statistiques, tu as schéma de la base de données COA. Ça t'ouvrira d'un nouvel onglet. Et puis là, tu as toutes les tables. Donc, c'est d'abord toutes les tables ici. Donc, si je vais chercher après la table issue, comme j'ai fait tantôt, quand tu rentres, tu cliques, tu rentres dans la table et là, tu as la liste des champs de la table. Donc, c'est vraiment ce terme-là qui doit être utilisé. Donc, tu peux faire un copier-coller du texte pour être sûr de ne pas faire d'erreur de coquille parce que si tu oublies, par exemple, le souligner ici, c'est une erreur dans ton rapport et Coa te dira pas où se place l'erreur. Donc c'est comme ça que tu peux avoir à quoi ça correspond. Puis moi, avec le document et le tableau que je vais vous donner aussi, vous aurez une idée de à quoi ça correspond. Donc je peux toujours aller modifier mon rapport. Il est pas comme figé, il ne sera jamais figé. Je peux toujours le modifier. Par exemple, si je veux l'ordonner, donc faire un ordre, un tri. Donc je peux aller directement rajouter ma clause order. Pas obligé d'avoir un where. C'est pas obligatoire la clause where pour faire un filtre. Je peux juste faire un tri. Donc si je veux juste le classer par tri par numéro, je vais faire order by item number, puis mon tri sera fait.
Je peux faire ascendant pour lui dire dans quel tri je vais faire. Si vous voulez donner des noms, traduire un peu, parce que là, ben, je veux juste pour vous montrer, quand j'exécute mon rapport, l'intitulé de mes colonnes, c'est le nom de la base, le nom du champ. Si vous voulez rendre ça plus intelligible, si c'est un rapport aussi que vous allez diffuser, ou si pour quand vous allez l'importer dans Excel, vous pouvez lui donner des noms à ces colonnes pour savoir à quoi ça correspond, si après vous oubliez à quoi ce que vous avez oublié. Je peux lui dire cette colonne-là, je veux la faire appeler numéro d'usager par exemple. Donc il faut inscrire ici as comme et puis le nom de la colonne que vous lui donnez. Si c'est plusieurs mots, il faut que ce soit entre guillemets. Donc si par exemple vous voulez marquer numéro usager, il faut que ce soit inscrit entre guillemets après le mot as. Si jamais vous voulez, c'est juste un mot à écrire, vous pouvez l'écrire comme ça, donc as date par exemple. Donc là, vos colonnes vont avoir ce texte-là comme en tête au lieu du champ de la base de données. Donc ça peut être plus compréhensible pour vous quand vous exécutez le rapport. Donc là, numéro usager et ici la date. Là, c'est midi moins 5. J'essaie de voir si vous pouvez parler d'autre chose sans trop vous perdre. Est-ce que ça va à date? Est-ce que vous avez quand même compris des choses? Euh, c'est vrai que c'est pas facile pour expliquer le langage SQL, mais c'est très pratique et puis c'est très utile. Euh, ce que je pouvais vous montrer, quand vous avez un rapport sur la communauté internationale, par exemple, donc quand ou sur mon site, le site de la communauté, donc je prends n'importe quel rapport, je copie le code, puis je me rends dans la section ici, donc bilan et statistiques, donc ça dépend où c'est que vous vous retrouvez, mais si c'est dans un rapport sauvegardé, vous avez ici nouveau rapport SQL. Si vous vous retrouvez dans assistant de rapport créé à partir d'une requête SQL ou encore ici nouveau rapport SQL, vous l'avez un peu partout ce lien-là. Ici créer une requête SQL, donc c'est vraiment une requête vide qui va s'inscrire. C'est là où vous allez coller le code que vous trouvez sur le site de la communauté. Donc vous pouvez faire comme ça et puis l'enregistrer. Normalement, il n'y a pas d'erreur sur les codes qui sont disponibles. Je l'enregistre et puis j'exécute. Puis là, bon là, apparemment, il y avait un filtre. J'ai même pas regardé comment il était. Donc là, c'est un filtre sur le site. Mais je sais pas ce que c'est ce rapport. Mais donc là, ça me donne pas mal de résultats. Puis là, je vois que j'ai des liens. Donc ça, c'est sûr, je ne l'ai pas expliqué, mais effectivement, on peut faire des liens dans les colonnes pour aller directement, par exemple, dans le. Donc là, c'est sur l'usager Bergeron. Je vais cacher peut-être je vais peut-être sortir de là pour pas. Ce ne sont pas anonymes là sur le site de la formation, mais vous pouvez mettre des liens dans les rapports. Donc c'était pour montrer quel genre comment faire pour créer une requête. Vous sélectionnez le code, donc toujours en partant de select jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous ayez plus de code. Pareil pour le site de la communauté. Le pré-courant pour paramétrer les localisations. Donc la requête SQL, ça commence toujours ici, select, jusqu'à le dernier mot. Donc pareil, vous faites un copier, puis vous créez un nouveau rapport et ça permet de voir un peu, ça vous donnera une idée. Puis après, c'est comme ça aussi que moi j'ai appris, c'est ah ben celui-là il y a une erreur dans mon rapport. Faudrait peut-être que je le révise. Ah non, c'est pas qu'il y a une erreur, mais il n'y a pas de résultat. Je m'attendais peut-être à avoir un résultat, mais je sais plus à quoi sert ce rapport. Mais c'est pour pour ceux qui n'ont pas de préférence système, de préférence de notification. Donc c'est possible qu'il y ait comme zéro résultat. Donc c'est ça, moi je me suis fait prendre. Quand il y a une ligne comme ça ne veut pas dire que votre rapport a une erreur, mais c'est qu'il n'y a aucun résultat. Donc ça, il y a comme zéro résultat. Donc c'est ça, je ne sais pas si vous avez des questions, mais sinon je ne vous le retiendrai pas plus longtemps. Il est midi moins 4. J'espère que ça vous a un peu aidé sur comment comprendre les rapports statistiques. Moi je suis toujours disponible de toute façon pour en faire. Moi j'aime vraiment ça, là c'est comme
C'est mon petit bonheur de la journée quand j'ai des rapports SQL à faire, entre autres. Donc c'est ça, faut pratiquer. C'est en pratiquant que vous allez plus y arriver. Mais n'hésitez pas à m'appeler, à me poser des questions. Moi, ça me fera plaisir de vous aider et de vous aider à comprendre. Mais c'est vraiment pratique et c'est très puissant le SQL. Donc voilà, écoutez, merci, merci pour vos commentaires. Je pense que euh, j'espère que je vois que ça quand même vous a appris quelque chose. Donc je sais que là il y avait on n'avait jamais eu de formation SQL vraiment. Anthony avait essayé au tout début, mais c'était le début de Koa, c'était difficile plus à comprendre. Maintenant vous êtes plus à l'aise aussi avec comment fonctionne Koa. Donc je pense que vous comprenez déjà beaucoup mieux comment ça fonctionne. Donc voilà, puis ben, la vidéo sera en ligne sur le site lundi ou mardi. Donc ben, merci à tous, puis bonne fin de semaine sous la neige et puis profitez bien. Donc la prochaine formation c'est jeudi prochain sur l'importation de notices en format marque. Donc je ne sais pas si vous y serez, mais je vais envoyer quand même un sondage pour savoir pour l'inscription à la formation. Donc merci, puis bonne fin de semaine à tous.